parcours d'ici, parcours de là-bas, encore ici, là-bas, une personnalité entre deux rives et assumant les deux parts de son bloc identitaire. Soninké d'origine, Soninké encore, depuis Ouagadougou, on va dire, ou bien, il n'y a que toi et moi, voilà, on peut dire on est Soninké depuis Ouagadougou. Voilà, les Jawara et les Sako. Donc, je m'appelle Dia Sako et je suis en charge d'introduire Amadou Jawara dans le cadre de ce Master Talk où il va vous entretenir sur son parcours, d'où est-ce qu'il part, où est-ce qu'il en est et quelles sont les projections pour le Mali de demain qui se prépare aujourd'hui. Donc, franco-malien, Amadou Jawara multiplie les investissements numériques pour le développement de l'Afrique. Il est informaticien de formation, entrepreneur multicasquette, titulaire d'un master de gestion de projets informatiques, sciences informatiques et de l'information. Si je me trompe, tu as le droit de me corriger, cher Amadou. Il est ainsi le fondateur et le président, directeur général du groupe FAMIB, que vous connaissez sans doute, avec la dynamique Awali, qui est une des chevilles ouvrières justement de la digitalisation de tous les projets de FAMIB. Le digital est au cœur de cette industrie que vous êtes arrivé à créer, Amadou. Et aussi directeur du Centre de recherche technologique, d'innovation, d'industrie créative. De créativité, il va être question. Il ne saura parler de son parcours sans parler de ses passions. Et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole plutôt. Je vais lui laisser s'exprimer sur son parcours. Amadou, qui es-tu? Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Et je crois qu'on m'avait dit 10 heures, donc je pense que vous avez un peu attendu, mais je crois que je suis désolé si jamais certains ont dû penser que j'étais en retard. Non, non, tu n'étais pas en retard. Bon, super bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis très content je ne savais pas, c'est la surprise. Je ne savais pas que c'était toi qui modérais le panel, sinon j'allais te décliner parce que j'allais dire, mais elle ne va pas me lâcher, elle va vraiment me mettre la pression, tout ça, mais. Non, je suis content d'être là et surtout d'échanger avec toi devant un public parce que c'est important aujourd'hui, comme tu l'as dit, dans le Nouveau Mali, mais aussi dans le monde actuel de façon générale. Moi, je suis Amadou Jawara et je suis soninké, j'ai 4 enfants, je suis marié et je suis malien. Et je suis content et très heureux d'être avec vous, mais très fier d'être malien surtout. Et Dia, elle l'a dit, j'ai la chance de diriger un groupe qui s'appelle le groupe FAMIB. On existe depuis 13 ans maintenant. Et également, l'autre chance que j'ai, c'est qu'elle est aussi ambassadrice. Et elle a été là depuis le début du Cluster Digital Africa, qui est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction. Et elle a parlé du centre d'innovation, le CELTIC, que nous avons lancé, évidemment, justement pour répondre à des enjeux comme ce matin, on est en train de le faire, l'employabilité, la formation, l'entrepreneuriat. Donc, l'objectif pour moi aujourd'hui, elle a parlé de ma collègue Awa et de Dena que j'aperçois et de Djibril qui est à la technique, tous les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la jeunesse malienne qui est le plus important pour moi aujourd'hui, étant moi-même jeune. Et je me dis que j'ai une chance énorme aujourd'hui d'être devant vous, de parler de mon expérience. Pour la petite histoire, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, c'était hier ou avant-hier, je voyais Itra de l'ERTM que vous connaissez, Ibrahim Traoré, et Boubacar Maïga, qui est actuellement le directeur de l'École nationale de journalisme. Ils ont partagé une photo. Maïga. Ils ont partagé une photo, ils étaient tous les deux, ils ressemblaient à des petits gamins et ils parlaient de souvenirs. Et je commentais en disant que je me rappelle qu'en 2010, ils faisaient partie de ceux qui m'ont poussé vers le haut sans le savoir. Et je devais témoigner pour les remercier parce que à l'époque, c'est grâce à Salif Sanogo de Cybernétique
que moi j'avais été un peu connu au Mali. À travers l'émission sur cybernétique. Cybernétique, oui. Voilà. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. De la communication. Et cette émission a été quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que en 2010, quand moi j'ai décidé de rentrer au Mali, c'était pas parce que je voulais rentrer au Mali. C'était parce qu'en 2008, il y avait eu le décès de mon papa. Et pour moi, il était nécessaire de rentrer au pays, d'être avec ma maman. Donc, et à son âme. Amen, merci. Et c'est là où j'ai décidé de rentrer de façon brusquée, de décider. J'ai dit, bon, c'est bon, je rentre au Mali. Quoi qu'il arrive, il faut que je sois avec ma mère. Et alors, j'avais pas de projet, j'avais pas préparé ça. Et du coup, j'ai dit à ma mère, c'est bon, je rentre. Bon, tu sais, tu en as rappelé un bon soniqué en France, tu restes là-bas. Pour nous, les soniqués, si tu vas en France, c'est fini, c'est bon, c'est le jackpot. Donc, et quand j'ai expliqué à ma famille que je veux rentrer, on s'est dit, mais t'es fou, mais tu as la nationalité française, tu as un bon travail, tu es là-bas, et tu arrêtes ça, tu viens faire quoi au Mali? J'ai dit, non, moi, je viens venir parce qu'il y a ma mère. Et apparemment, ça ne nourrit pas, mais ma famille ne comprenait pas. J'ai la chance d'avoir 10 frères, donc on est 11 frères et sœurs, donc il y a une réunion de famille. Et je suis le dernier garçon, il me dit, mais bon, le petit il commence à péter le plomb, il veut rentrer au Mali, c'est un fainéant, il ne veut rien faire. C'est là où ça rappelle aujourd'hui que, en fait, la limite des autres, leurs limites ne sont pas nos limites. Lorsqu'on est engagé, on a nos rêves, les premières personnes qui vont nous dissuader, ce sont les gens qui nous aiment. Ce n'est pas parce qu'ils nous détestent ou bien ils sont jaloux, non, parce qu'ils ont peur, en fait, de l'échec. Donc, c'est toujours nos parents, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos amis, nos oncles qui vont dire non, 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 ne fais pas, je ne pense pas que ça va y aller. Donc, en fait, ils ont des limites, eux, mais ce ne sont pas nos limites à nous. Donc, c'est là où il faut foncer dans ses objectifs, dans ses rêves. Et moi, je suis retourné en France et je me rappelle, c'était une semaine après, je suis allé le jour du 31 décembre. J'ai dit, l'année là va démarrer avec moi au Mali. Et je suis retourné et j'avais appelé personne. Un taxi qui pose à la maison. Il me dit, mais qu'est-ce qui arrive? Je dis, ben, je rentre. Il me dit, tu as décidé comme ça? Je dis, ouais, ça y est, c'est bon, je rentre. Mais quand je suis venu, c'est pour dire que ça a été très difficile. À l'époque, j'avais, heureusement, c'est quand on est à l'aventure, on est à l'immigration, on est à l'étranger, on gaspille moins d'argent. Il y a moins de social. Ça, il faut, je pense que tu le connais, tu es aussi toulousaine que moi. Et on gaspille moins d'argent. Donc, j'avais réussi à construire une petite maison, mais elle était vide, la maison. Donc, je suis allé habiter chez ma mère. Et c'est à Molo-Babougou. Je prenais les doulounis le matin. J'avais pris un petit bureau à l'ACI 2000, non loin de juste derrière Héros Décor, un petit bureau. Ça faisait entrer, quoi. Juste on rentre, c'est un petit bureau. Et je prenais mon doulouni le matin et je descendais à Bukasombo. De Bukasombo, je reprenais encore, je descendais en ville, donc j'arrivais. Donc je peux mettre 3 heures de temps pour arriver. Après, les gens venaient me voir et rigolaient sur moi. Ils me disaient, est-ce que dans Tico, tu laisses tout ça pour venir prendre doulouni à Bamako? Je dis non. En fait, je veux comprendre comment le Mali fonctionne. Je suis malien, mais je ne connais pas mon pays. Je venais en vacances, je repartais, mais je veux vraiment connaître mon pays et je veux connaître les gens et je veux connaître les opportunités qu'il y a. Donc, je me suis dit, tiens, mon bureau était ouvert. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, tiens, je vais faire un site de vente en ligne. Ça n'existait pas à l'époque au Mali, en 2010. Donc, j'ai lancé un site de vente en ligne et ça a été un échec total. Donc, j'ai échoué tout de suite. Et au moment où j'ai désespéré, c'est là où l'histoire de cybernétique est arrivée. C'est pourquoi je communique beaucoup sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de ce que je suis et ça m'a apporté ce que j'ai aujourd'hui. Exactement. C'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et je me dis, c'est un outil de travail, c'est plus qu'un outil de travail. C'est un outil de travail. Et j'ai publié beaucoup. Un jour, Salif Sanogo, il voit sur Facebook, à l'époque, c'était au début de Facebook, hein, il commande un ordinateur portable et je le livre, il me dit non, lui, il voulait tester. Dans son âme, si c'est vraiment réel. Ah, j'ai dit non, je suis désolé, tu dois payer. Il me dit, tu ne me connais pas. Je dis non, je ne te connais pas. Il me dit, tu ne me connais pas. Tout le Mali me connaît. J'ai dit, mais moi, je ne te connais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu as commandé un ordinateur et maintenant, il faut le payer. Et il a fini par payer l'ordinateur parce que je dis, je ne rentre pas chez moi. Je me suis déplacé pour venir te livrer quelque chose que tu as commandé, mais le principe est que tu dois payer ça. Il dit non, lui, il voulait tester si ça fonctionne réellement. Et évidemment, ça a fonctionné ce jour-là et il a payé. Et le lendemain, il m'appelle et me dit, écoute, jeune homme, nous, on a une émission au Mali qui s'appelle Cybernétique. Il faudrait bien que tu passes à la télé
Ah, je dis, waouh, je passe à la télé. Je dis, ah, c'est une occasion, ça. Tout de suite, je suis allé chez moi, j'ai expliqué à ma mère, une maman soniquée. J'ai dit, bon, ce soir, là, à telle heure, là, tu t'assois devant la télé, je vais sortir à la télé. Et c'était une façon pour moi de lui expliquer que je ne suis pas fou, c'est intéressant, mais peut-être c'est elle qui ne connaît pas ce que je veux faire. Et je suis passé à cybernétique, ma mère, elle a regardé, j'ai appelé mes frères, tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Je lui ai dit, regardez, ouais, à peine j'arrive, je passe à la télé. Et derrière, il y a un monsieur qui s'appelle Draman Balo, je ne sais pas où il est en ce moment, mais c'est un gars de Sigasso. Et il a vu l'émission à la télé, il m'a appelé le matin. C'est important ce passage-là parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient qui je suis devenu, mais ne savent pas comment je suis arrivé là. Et ce gars-là m'a appelé, il dit, tiens, nous, on va acheter, mais on est dans une mine, mais on n'achète pas en ligne. Nous, on fait des bons de commande, des demandes de cotation, machin, et réquisitions. Je dis, oh, c'est quoi tout ça? Moi, je ne connais pas tout ça. Après, j'ai commencé à travailler, bref, pour aller plus rapidement. Et ils ont passé des commandes. Après, c'était la BCAO qui passait une commande. Donc, ça veut dire qu'en 3 mois, j'avais déjà effectué un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. C'était pas mal. Et, et, et du coup, je me suis dit que, en fait, en réalité, la vérité, c'est quoi? C'est qu'on a les mêmes ambitions quand on est petit. On est plein d'espoir, on veut tous aller vite. C'est pourquoi quand on est petit, on court, on tombe, on nous dit non, 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 va doucement, tu vas tomber, tu vas te faire mal. On nous impose des limites depuis quand on est petit, nos parents. Mais ces limites-là, en fait, plus on grandit, on a des rêves. On veut avoir tout ce qu'il faut. Et moi, j'avais des rêves et j'en avais beaucoup parce que je suis un enfant de pauvre à la base. Et j'en ai beaucoup rencontré cette histoire. Je ne veux pas revenir sur qui je suis sur ce plan-là, mais peut-être ça peut vexer mes frères et sœurs. Bon, mais moi, ça ne me dérange pas de le raconter à chaque fois qu'il est nécessaire. Ça rappelle aussi à mes enfants, je suis père de famille, de savoir que peut-être qu'eux, ils peuvent dire qu'ils sont enfants de... Moi, je suis un enfant de pauvre. Donc, ça, c'est une chance pour eux. C'est leur chance. Et ma chance à moi a été la bonne éducation que mes parents m'ont donnée. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis. Mais c'est des jours que je m'étais donné des objectifs et à atteindre. Et j'avais un rêve, c'était d'avoir déjà une belle maison. Je voulais avoir une belle maison. Parce qu'à chaque fois, c'est qui fut? oui, ça Oui. va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je ne me plains pas sur ça. Je voulais avoir des belles voitures. C'est qui est aussi. Et par la grâce de Dieu, confirme, ça, non? c'était important. Et je voulais avoir une belle femme, bien sûr, évidemment. Comme, voilà, et tu veux parler de ça? J'ai dit mes rêves et mes objectifs. Et surtout, je voulais voyager, partir là où partout où je voulais y aller. Et ça, c'était important pour moi de pouvoir voyager. Et tu reviens d'un long périple. Voilà. Et aujourd'hui. Tu reviens d'où? Tu me disais hier. Bon, hier, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais vers le Libéria, la frontière de Libéria, tout ça. Mais au-delà de ça, les pays qui font rêver aujourd'hui, je me promène partout dans le monde aujourd'hui. Les États-Unis, la Silicon Valley. C'est ça que je veux, c'est ça que c'était mon rêve de pouvoir aller à ces endroits-là. Et aujourd'hui, ça, je m'étais donné ces objectifs. Mais en réalité, je ne voulais pas être riche en fait. Parce que pour moi, l'argent, c'est bien. L'argent, c'est très, très bien l'argent. Mais en réalité, vous savez, la vie, c'est 2 choses pour moi. C'est la souffrance et la nuit en fait. La souffrance, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on n'a pas, qu'on désire l'avoir, on souffre pour l'avoir. Ça, c'est quelque chose qui est important. On souffre parce qu'on n'a pas d'emploi. On cherche un emploi. Aujourd'hui, pour ceux qui cherchent du travail, ils souffrent aujourd'hui parce qu'ils veulent trouver un emploi. Mais lorsqu'on devient salarié, on s'ennuie aussi. Ouais, c'est là où il y a la nuit. Ouais, c'est une barre même rotoro. Moi, j'aime pas trop mentoro. Les gens, moi-même, je vais changer. Parce qu'on a déjà trouvé, on ne veut plus, on s'ennuie. Vous voyez? Donc, pour moi, la vie, ce sont ces deux-là. Lorsqu'on n'a pas, on souffre et lorsqu'on a, on s'ennuie. Mais c'est comme un couple aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant d'avoir épousé la dame, c'est magnifique. Mais une fois qu'on épouse, bon, on s'ennuie. Dans tous les couples du monde, il y a la nuit. Après, la routine s'installe. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas s'ennuyer? Parce que souvent, la plupart du temps, on s'ennuie seul. Mais quand on est à deux, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas s'ennuyer à deux? C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est comme le travail. Tantôt, je disais que lorsqu'on souffre pour l'avoir, une fois qu'on l'a, on s'ennuie. Non, ça dépend aussi de l'environnement. Je crois qu'hier, le panel le disait, le bien-être au travail. Ça, c'est très important, le bien-être au travail. Parce qu'aujourd'hui, la lumière est sur ma personne. Vous êtes là à m'écouter. Parce qu'à un moment donné, dans mes objectifs, j'ai dit, après tout ça, avant que je ne pense à l'argent, je vais être inspirant. Je vais pouvoir partager mon expérience, motiver et dire que moi aussi, je pu faire ça. J'ai réussi, mais je voulais côtoyer des personnalités. Aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer Moussa Bali, Djadje Sankaré, Serge Lepoutier,
je pense que je peux, à part le président Assimi, je crois qu'il n'y en a pas un que je ne peux pas lui écrire aujourd'hui. Ça, c'est... Même Assimi, là, si tu veux le voir aujourd'hui, on le fait, non? Non, lui, c'est le grand patron. Donc, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, je peux voir Il n'y que a, je pas veux. de, y a pas de porte fermée aujourd'hui à Amadou Diawara. Voilà. C'est pour dire que ça faisait partie de mes objectifs. Mais pour pouvoir voir ces personnes-là, il fallait que je fasse un travail d'abord. Parce que ces personnes-là ne vont jamais t'écouter, ils ne vont jamais le temps pour toi. Parce qu'il faut qu'ils regardent qu'est-ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça a un impact pour la société? Est-ce que ça a un impact pour notre pays? Et c'est là où je me suis orienté d'un site de vente en ligne, de la vente de matériel informatique en bon soniqué. Et je voulais aller beaucoup plus. Pour cela, j'avais commencé tout cet argent que j'avais gagné, je l'ai dépensé. J'ai tout dépensé. Les gens disaient que j'étais fou. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fonctionne pour toi. J'avais une croissance à des chiffres. Que nous, si vous voulez, un chiffre d'affaires en milliards. Mais j'ai dit, j'arrête. Tout le monde dit que je suis fou. Le premier gros contrat que j'avais fait, c'était Orange Mali. Je pense que vous pouvez le vérifier. C'était à 1 600 000 $. J'ai dit, mais à mon âge, si j'ai déjà un contrat comme ça, il faut que je fasse attention parce que je veux croire que je suis riche. Je veux commencer à faire la fête. Et en réalité, je ne suis rien du tout. En fait, ce n'est que le chiffre d'affaires. Ce n'est pas l'argent que je dois manger. Donc, il faut que je l'investisse dans quelque chose qui va rester beaucoup plus longtemps. Et c'est là où on s'est orienté vers l'ingénierie informatique. C'est pourquoi, Jaël, tu as bien fait de rappeler l'équipe Awa, Djibril, tous les autres, Dena, les Doumbia et tous ceux qui sont passés par Famib, parce que Famib, c'est un turnover. On pense qu'il y a eu 300 personnes qui ont travaillé chez moi. Ceux qui sont partis, évidemment, on le compte parce qu'ils ont, chacun d'entre eux, à un moment donné, participé à l'évolution de la société. Ils ont contribué. Après, ils ont eu d'autres opportunités. Ils ont eu envie d'aller entreprendre eux-mêmes. Ils sont partis. Mais ils ont tous participé à faire ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est là où on a commencé à investir dans l'ingénierie, dans le service, dans l'éducation, dans la formation, dans la recherche. Parce qu'on s'est dit, lorsqu'on va faire ça, il ne va pas s'arrêter. C'est qu'on n'aura pas beaucoup d'argent sur le compte bancaire, mais peut-être qu'on ne va pas être pauvre après. Peut-être qu'on ne va pas être en train d'aller travailler. Parce que l'autre problème que j'avais reçu beaucoup d'ordres quand je travaillais en France. Et quand je suis rentré dans mon pays, je voulais être mon propre patron. Je ne voulais pas qu'une autorité me donne des ordres. Je ne voulais pas que quelqu'un me dise, tu te réveilles à telle heure, tu commences à telle heure. Je voulais me réveiller quand je voulais. Je voulais travailler quand je voulais. Je voulais faire ce que je voulais. Je voulais avoir la liberté, en fait. C'est ça. Je voulais être libre. Et pour cela, il faut mettre les mécanismes, il faut mettre la structure qui va avec. Mais c'est là le régime qu'en fait, je disais tantôt, la lumière était sur ma personne, mais c'est mon équipe, en fait. Je crois que tu m'as accompagné déjà il y a 3 ans pour une fois, chaque fois échanger, faire des discussions avec mon équipe, leur faire comprendre que c'est le travail d'équipe, tout seul, bien sûr, évidemment. Moi, j'avais la chance de pouvoir fonder la structure, mais j'avais besoin d'une équipe pour être plus fort et aller de l'avant. Et on a eu ce travail, toi et moi, avec mon équipe, avec plus d'autres personnes qui ont accompagné aussi. C'était de faire comprendre que moi, tout seul, je pouvais réussir, certainement, mais ça allait prendre plus de temps. Or, moi, je suis quelqu'un de très rapide, je suis pressé. Quand je veux quelque chose, je me le faut tout de suite. Donc, j'avais besoin d'un résultat. Et ce résultat, il fallait que ce soit le collectif, il fallait travailler sur l'équipe. On a fait un travail d'équipe. Aujourd'hui, ma société tourne sans moi. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, je ne suis même pas le directeur général de Famib. C'est Doumbia qui est le directeur général de Famib aujourd'hui. Tout de suite, à un moment donné, parce que j'avais une mauvaise gestion. Parce que dans mes objectifs, je voulais aider les plus démunis aussi. Je voulais être social. Je voulais être cet entrepreneur social parce que je pars du principe que ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on a ce qu'on a. C'est parce que le bon Dieu a voulu nous donner qu'on a. C'est une chance que Dieu nous donne. Quand on a cette chance-là, il faut le partager. Donc, j'avais voulu partager le peu que j'ai gagné. Jusqu'à présent, je pense que ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai cette faiblesse. Mais dans la gestion, ça avait, à un moment donné, j'avais commencé à avoir des résultats négatifs. Ça avait commencé à être catastrophique. C'est pour dire que je ne parle pas seulement du bon côté. Il faut qu'on parle, il faut qu'on soit honnête avec les gens. Dans l'entrepreneuriat, personne n'a dit que ça va être facile. Personne n'a jamais dit que ça va être facile. C'est très difficile. Croyez-moi, je parlais de tout ce qui est bon, de tout ce qu'on a réussi à faire. Mais si je veux parler de nos échecs, on aura pour 2 jours, 3 jours. On a eu beaucoup d'échecs. En fait, c'est ça qui nous rend plus forts et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on a une équipe soudée, on a une communauté autour de soi, qu'on est meilleur. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a été chercher une communauté. Au-delà de nos équipes, on a été chercher tous les Mali. On a voulu approcher tout le monde pour dire à tout le monde, venez nous soutenir. Nous sommes
cette nouvelle génération d'entrepreneurs maliens qui sont décomplexés, qui disent réellement qu'ils ne se cachent pas, parce que souvent au Mali, on dit « ça de voler Nebekoro ». Évidemment, peut-être ça fonctionnait pour nos grands-parents, mais notre génération aujourd'hui, si on se cache, on aurait tout perdu. En fait, le monde va vite. Ce qu'on va faire, je vais te permettre de boire un peu pour respirer. Absolument. Et du coup, je vais me tourner un petit peu vers la salle. Et en revenant sur ces points importants que tu as dit, dans le premier point que je retiens, c'est d'abord la fierté de ses origines, ne jamais avoir honte d'où on vient. C'est hyper important pour pouvoir avoir un parcours inspirant et pouvoir inspirer d'autres. Le mot inspiration est revenu parce qu'on est à l'heure du numérique, du tout réseau social. Nous sommes tous jugés à travers nos belles photos sur les réseaux sociaux. C'est qui se doit, normalement. Mais derrière ces belles photos, ces belles images, ces belles œuvres, aujourd'hui, derrière chaque personnalité inspirante, c'est un travail acharné de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Il a pris exemple sur quelqu'un qui nous mentor tous, qui fait notre fierté, Moussa Degbali, dont les portes sont ouvertes à tous les jeunes maliens. C'est, quand on le voit aujourd'hui, c'est le patron des patrons, mais c'est un travail acharné de plus de 40 ans de culture. Je parle de culture, quand je parle de culture, c'est né. C'est-à-dire, il avait une graine, il a pris la graine, il l'a mise en terre, la graine a poussé et aujourd'hui, il a des chaînes hôtelières. Et c'est le parcours en même temps d'Amadou. L'inspiration et la réussite commencent aussi par la vérité de son parcours. J'ai eu ce parcours-là et quand vous voyez aussi, il y a eu le mot échec. Dans ce mot échec, tout entrepreneur qui réussit aura échoué sur 2 ou 3 projets d'abord premiers, 2-3 projets premiers entrepreneuriaux. Donc, capitaliser sur l'échec, se faire entourer, le travail collaboratif. On réussit seul, on peut, mais on réussit mieux en s'entourant des bonnes personnes. C'est que tu réussis aussi. Le travail acharné. Moi, j'ai quand même, moi, je suis une bonne soninké. Hein. Quand j'entends l'argent, là, je capte. Il a signé un contrat de 1 600 000 $. Bon, nous, on veut le milliard pour toi. Hein. J'ai déjà mangé. Oui, on a mangé ça. Mais le milliard qui vient, là, on va manger ça ensemble. Voilà, pour vous dire que ces jeunes que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, qui parfois, les images, nous, j'en fais partie aussi, nos images peuvent vous énerver parfois, nos postures peuvent vous énerver parfois, mais c'est du travail derrière. Et on ne va jamais là où on veut aller sans travailler, sans avoir d'objectif et surtout demander de l'aide. Les gens qui réussissent savent demander de l'aide. Pas de l'aide, non. Je suis en train de faire ça, les gens te regardent. Toutes les personnes qui aident une personne qui réussit auront déjà regardé le parcours de la personne. Est-ce qu'il y a une constance? Il y a eu une constance dans ton parcours, Amadou, on t'en félicite et surtout, applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci pour ce parcours inspirant, Amadou. On continue? 2, 3. Bon, je déteste les échecs. Bon, vous aurez compris, hein, on a eu des projets qui n'ont pas marché. On va continuer sur les projets qui ont marché. Je te redonne la parole, Amadou. Bon, c'est pourquoi, champion, tu vois, tu m'aurais dit que c'était déjà, j'aurais dit, waouh, essayer d'échanger. Mais non, mais c'est vrai qu'on ne va pas être négatif, tu as raison, déjà. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de motiver les gens. Et en tout cas, bravo à vous, Ampla et moi, parce que c'est important à chaque fois que vous nous donnez ces plateaux pour venir parler de notre expérience. Mais bravo à ceux qui viennent aussi nous écouter, parce que qui suis-je moi pour que tout le monde vienne me regarder, m'écouter? C'est ça la question. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'il y a un objectif derrière ça, c'est le partage d'expérience. Et aujourd'hui, lorsqu'on a une écrivaine comme Diasako qui modère ça, ça monte encore le niveau, parce que moi, ça me pousse encore d'être cohérent dans mes dits, dans mes propos, parce qu'elle capte et elle enregistre. Et vous avez vu, je parlais de mon contrat, que j'ai déjà fini de manger l'argent, mais elle a toujours capté le montant. Donc, c'est de dire qu'en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, dans ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons de l'innovation.
évidemment. Et les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact colossal sur notre société, sur notre vie aujourd'hui. Et dans un monde des géopolitiques mondialisés, je ne suis pas politique, je ne veux pas parler des géopolitiques, mais ce passage est important pour les entrepreneurs qui sommes nous aujourd'hui. La crise actuellement se passe à quelques endroits précis. On est en pleine Troisième Guerre mondiale. Ça a commencé. On n'est juste pas arrivé à la guerre nucléaire, mais on est en pleine Troisième Guerre mondiale. Et ça se passe en Ukraine, l'OTAN contre la Russie. Ça se passe en Chine, l'OTAN contre à Taïwan, l'OTAN contre la Chine à Taïwan. Et ça se passe en Afrique, l'OTAN contre la Russie et le Mali et le Burkina au Sahel. Ça veut dire que ça se passe chez nous. Nous sommes en train de le faire. La Deuxième Guerre mondiale, c'est nos grands-parents. Je ne sais pas si Sissoko est là. Il est dans la salle. Normalement, il était là hier. Champion, Sissoko n'est pas là. Son grand-père et nos parents, on était voisins au village. Nos maisons sont collées et son grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et je me souviens quand j'étais petit, c'est un vieux qui a eu beaucoup d'âge. Il a vraiment vécu. C'est son grand-père. Il te le dira cette histoire. Et il allait combattre en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il m'expliquait l'histoire quand j'étais petit. J'aimais bien écouter les vieux quand ils y parlaient. Et aujourd'hui, nous n'allons pas faire la guerre en France. C'est pourquoi on se bat aujourd'hui au Mali, pour notre liberté. Mais la question, c'est qu'on importe cette guerre chez nous, dans nos régions, dans nos villages. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de nous battre pour la liberté, mais nous sommes en train de nous battre pour toute l'Afrique. Mais nous sommes en train de nous battre pour quoi? Ça veut dire que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Tout le monde le sait. De par la jeunesse de la population, mais pourquoi nous et spécialement notre zone, notre pays? Parce que nous sommes un pays à 1 242 000 km², à peu près 22 millions d'habitants. Donc, ça veut dire qu'une densité dans nos grandes villes, précisément plus à Bamako, et que des jeunes aujourd'hui au Mali. Donc, ça veut dire quoi? Regardez notre président, lui-même, il est jeune. Tout le monde est jeune au Mali. Tout le monde est jeune. Ceux qu'on pense qu'ils sont vieux, ils sont jeunes au Mali. En fait, c'est une population très jeune au Mali. Donc, la question se pose comment est-ce que nous allons être assis, regarder que les gens se battent chez nous pour le changement de l'ordre mondial et ne pas y faire partie? Non. Mais cela dit, nous devons être plus intelligents. Nous devons prendre le modèle chinois. Nous devons compter par nos citoyens, nos diasporas, parce que parfois, quand on parle de cela, ceux qui sont là, qui ne sont pas sortis du pays, te disent oui, mais pourquoi la diaspora, pourquoi les autres? Non. En fait, un pays, c'est construit par tous ses fils et ses filles. Et c'est là, partout où ils sont, ils doivent venir participer. C'est ça aujourd'hui. Et les Chinois, c'est ce qu'ils ont fait. La diaspora chinoise a beaucoup participé à l'évolution de leur pays. Mais la Chine elle-même, elle a fait quoi? Elle a été très intelligente. Elle a observé tout ce que les autres sont en train de faire et les a laissés, les Occidentaux et puis les Russes et les autres se battre entre eux. Pendant ce temps-là, en silence, elle s'est développée. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. Ça, c'est un fait qui est là. C'est clair et net. Les Chinois, de façon humble, modeste, disent en 2040, mais ils le sont déjà. En fait, la crise à Covid-19, vous avez tous compris que c'est du baratin. C'est pourquoi on n'est pas morts, nous. On nous a dit que nous tous, on va mourir. Après, on est tous là. On n'est pas morts. C'est parce que, en fait, c'était une guerre, en fait, tout simplement contre la Chine. Et ça a échoué. Et c'est après, ils sont passés pour affaiblir la Chine depuis la Russie. C'est en train d'échouer. La question importante, c'est qu'on nous oublie, nous, les Africains. C'est très bien. On ne nous considère pas. C'est très bien. Donc, c'est entre-temps que nous devons travailler. Et nous avons la chance que le monde n'a jamais été aussi connecté. Ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan, ce qui se passe à Beijing, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Salvador, au Kiba, à Niro du Sahel, à Gao, à Tombouctou, à Kidal, on le sait en temps réel. Ça veut dire que le monde est connecté aujourd'hui, mais ça veut dire que nous avons l'intelligence artificielle, nous avons toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. C'est maintenant que nous devons former nos jeunes, nous devons former nos petits frères pour qu'ensemble on puisse développer dans notre pays. La formation, elle est capitale. Maintenant, dans la formation aujourd'hui, il n'a jamais été dit que lorsqu'on est citoyen d'un pays, que le gouvernement doit trouver du boulot pour tout le monde. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur fatale qu'on fait. Un pays comme le Mali aujourd'hui, je ne pense même pas qu'on a plus d'1 million de fonctionnaires sur le 22 millions. Alors, comment vous voulez que l'État recrute tout le monde? Il ne pourra pas recruter. De toute façon, il n'y a même pas de structure, assez de structures pour pouvoir absorber tout cela. Mais c'est le secteur privé qui peut l'apporter. Et moi, je suis content que tonton Mossadegh soit aujourd'hui au patronat parce que lui-même, il est issu du secteur privé. Il en parle tout le temps de l'employabilité de tout cela. À chaque fois que je le rencontre, je dis, tonton, vous avez le challenge et un défi immense à relever maintenant. Mais la question importante, c'est quoi? C'est que c'est l'entrepreneuriat. Et déjà, Sako, je pense que tu entreprends, moi j'entreprends. On a dit qu'on ne parle pas de nos échecs,
Mais nous devons motiver les plus jeunes ou c'est long, parce que même si on peut avoir 50 ans, mais lorsqu'on entreprend, on commence à entreprendre que demain, on est jeune dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. C'est une expérience, c'est une Entièrement expertise, c'est un savoir-faire, c'est beaucoup de choses. Donc, nous devons encourager les gens à entreprendre. C'est ça qui va développer ce pays-là. Mais en utilisant quoi? En fait, les outils que Dieu nous a donnés en ce moment, c'est les nouvelles technologies. Vous avez vu, 90% du problème du Malien, ce n'est pas nous les Maliens. On était musulmans avant. Tombouctou existait depuis toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apprendre de la religion musulmane? Mais c'est parce que, tout simplement, on veut surfer sur ça pour nous diviser. Nous devons rester concentrés qui nous sommes, mais savoir que derrière la cohésion sociale que nous avons dans notre pays, en fait, ce sont des valeurs qui sont là aujourd'hui qu'il faut qu'on respecte ces valeurs-là. Pour respecter ces valeurs-là, c'est quoi? C'est notre haute indépendance. Pour avoir cette indépendance, ce n'est pas seulement vis-à-vis des Occidentaux, mais vis-à-vis de nos parents même. En réalité, chacun d'entre nous a ce devoir et l'obligation de dire que ce n'est pas à mon père de me laisser. Ce n'est pas sur l'héritage qu'on peut compter, mais c'est d'aller se battre. Évidemment que la vie est comme ça, elle est parfois injuste. D'autres ont la chance, d'autres n'ont pas la chance. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble? Ça, c'est important déjà. C'est pourquoi à chaque fois, quand je vois Cheikh et Sanogo, j'apprécie beaucoup, je leur ai dit à chaque fois, vous êtes en train de ramener un nouveau système dans ce pays-là, deux personnes qui ne sont pas de la même famille, qui sont des amis, qui décident de se mettre ensemble et créer une famille. Parce que l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est une famille. Vous savez, vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec vos parents, vos enfants, vos femmes, vos maris, tout ça. Et aujourd'hui, ils ont réussi à être à deux pour lancer Emploi et moi, qui depuis un certain temps, aujourd'hui, fait un succès dans l'entrepreneuriat, chose qui n'est pas souvent dans nos pays. On voit ceux qui commencent ensemble, au bout de 2 ans, ils se séparent, soit par jalousie, soit parce que par ceci, par cela, etc. Et ils ne pourront jamais aller plus loin tant qu'ils vont se séparer parce qu'ils deviennent des concurrents, ils vont se déchirer. Mais s'ils sont ensemble, ils ne peuvent que grandir, être encore plus forts. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a un projet. N'ayons pas peur d'aller voir nos copains, nos amis, nos parents, tous ceux qui veulent s'intéresser à ce projet, qui viennent avec nous. Parce que la plupart du temps, ce sont ces mêmes personnes qui vont être là pour nous dire ne le faites pas, Abna Guinea, tu ne pourras pas, Mali Maïsé, Androu Djaleno, c'est compliqué. Hier, Tako, je voyais une petite vidéo, il a dit Androu Djaleno, cac. Et j'ai dit, c'est pas cac. C'est le slogan du pays hein. Maintenant, Droubé cac. Mais en fait, tant que Drouma Djate Yanabo, je pense qu'on a vu l'embargo, tout le monde pensait que le Mali, en 24 heures, on allait céder. C'est ce que les gens disaient. Oui, ceux qui disaient totalement. Ceux qui se disaient les plus grands économistes de l'Afrique, ils ont dit non, 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 en 24 heures, c'est fini, le Mali va plier, mais on n'a pas plié. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les gens ne savent pas, l'embargo n'est pas levé. Attention, ils ont ouvert juste les frontières, hein, en réalité. Allez-y, dans une banque malienne, dites que vous allez faire un virement aujourd'hui, on va vous dire de payer 12% de taux de transfert. Avant, c'était peut-être 3%, 4%. Donc, l'embargo n'est pas levé. Attention, elle est toujours là. Mais de façon folklorique et pour que le lambda le comprenne comme ça, mais le Mali est toujours sous sanction. Donc, c'est pour dire qu'on tient encore. On ne peut pas vouloir dire qu'on va construire une nation forte et que tout se passe bien. Non, il faut laisser les pots casser. J'en souffre aujourd'hui. Hein. J'en ai même libéré certains de mes personnels. À un moment donné, c'était difficile. Pourquoi c'était difficile? Aujourd'hui, Dial a dit, j'ai la chance que mon groupe soit sorti. On a une représentation aux États-Unis, au Rwanda, en France, en Côte d'Ivoire. Mais 90% aujourd'hui de mon chiffre d'affaires n'est pas fait au Mali. C'est pourquoi pour ces dons sur les réseaux sociaux, Dial l'a dit aussi, mon comportement peut les choquer, les vexer, peuvent dire que je suis impulsif, excessif. Nos comportements, je communique trop. Je leur demande de me comprendre. C'est-à-dire que c'est comme ça que je gagne ma vie, en publiant ce que je fais au quotidien. Donc, est-ce que je vais laisser mon gagne-pain parce que ça dérange une personne que je ne connais même pas? Non, je suis désolé, mes amis, je ne peux pas faire ça. Et mon gagne-pain, c'est que mes clients sont à l'étranger, ils ont besoin de voir ce que je fais. Ils ont besoin de savoir que j'existe et que je suis là, loin d'eux, mais les réalisations, les projets que je fais avec eux, l'argent que je gagne dans ce projet, qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Ça, c'est très important pour eux, la constance. Alors, il y a cette campagne aujourd'hui si vous regardez les réseaux sociaux, tous les jours, on va dire que c'est ici au Mali, c'est là au Mali, c'est ici au Mali. Cette semaine, c'est à la mode, on dit qu'il y a eu 500 personnes tuées au Mali. Donc, vous voyez, ça fait peur à l'étranger quand on dit ça. Mais moi, je veux juste que l'étranger, quand ils viennent, parfois, qu'ils voient qu'il y a une entreprise malienne qui est là, qui est en train de bouger, qui est dynamique. Donc, tout ce que je publie est positif. Jamais je n'ai publié quelque chose de négatif et je ne publierai jamais quelque chose de négatif. Tout ce que je fais, c'est faire rêver les gens que le Mali, c'est un bon pays où on peut entreprendre, on peut réussir. C'est cette image que j'essaie de vendre et ça me réussit tantôt bien parce que je gagne des contrats à l'étranger.
Mais lorsqu'il y a eu ces sanctions, certains de mes clients étrangers ont tout simplement annulé des contrats parce qu'ils disent que non, avec le Mali, donc les transferts d'argent, c'était compliqué, etc. Donc, j'avais des prévisions, j'avais une grosse boîte et on avait un niveau de vie très élevé au niveau de l'entreprise pour ceux qui nous ont visités. Mais derrière, ça jouait sur mon chiffre d'affaires. À un moment donné, il faut redescendre sur le terre. Tu t'es dit, bon, l'argent que tu ne gagnes plus, tu ne peux pas te permettre de dépenser plus que tu en gagnes. Donc, il fallait revenir. Donc, cette crise nous a beaucoup secoué. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a compris que la crise nous secouant aujourd'hui nous fait comprendre que pendant longtemps, on a travaillé pour développer notre image à l'étranger, pour développer notre business à l'étranger, parce qu'à ce moment-là, nous pensons que notre marché local n'était pas là. C'était marginalisé, c'était pas structuré et c'était un marché immature. Ça, c'était sûr. Il n'y avait pas assez de clients. Donc, si on regarde aujourd'hui, le plus gros client au Mali, c'est l'État. Lorsque nous savons avec la difficulté actuelle dans notre pays, donc l'État, c'est très compliqué de travailler avec l'État en ce moment pour se faire payer. Donc, les secteurs privés, il n'y en a pas beaucoup. Si on enlève les 14 banques ici, qui sont même eux pas aussi puissants que ça, parce que Orange tout seul est plus fort que les 14 banques réunies, donc ça pose un problème. Donc, quand on regarde qu'on a Orange Malitel, après les entreprises privées, on a Azalaï, on a SAR Group, après quelques entreprises qui sont là, qui sont même très gros, mais qui sont plus ou moins à moitié formelles, moitié informelles. Ça devient délicat, en fait. Donc, on s'est dit, waouh, il faut aller chercher nos parts de marché. Mais on se rend compte qu'avec la crise que le monde traverse, la crise multidimensionnelle de notre pays, il était nécessaire pour nous de voir qu'est-ce qu'on peut apporter localement, qu'est-ce qu'on peut gagner, parce que c'est aussi chez nous, on est aussi maliens, on a aussi droit à aller chercher quelques contrats. On s'est dit, il va falloir développer un autre écosystème. Et c'est pourquoi on a mis le Centre d'innovation, de recherche, technologie et d'industrie créative pour justement faire quoi? On n'invente pas la roue. Aujourd'hui, je pense que dans cette salle, on va poser, on ne sait pas qui a innové, qui a inventé il y a 2 jours. On ne sait pas. On n'invente plus. On ne fait qu'innover. Aujourd'hui, les gens ne font qu'innover. Je pense que quand on prend Elon Musk, la preuve Tesla, c'est le nom d'une autre personne qui avait travaillé sur la lumière, qui l'utilise pour. Après, il ne fait qu'innover tous les jours. Et c'est un champion dans cela. Twitter, ça l'appartient. Il vient de l'acheter. Hier, il vient de nommer une dame d'ailleurs à la tête de Twitter. Donc, on n'invente pas, on innove, on améliore la chose. Donc, nous, les Africains, on a tendance à dire oui, mais Figa a inventé le Hollandais, soyez. Non. Moi, je dis, c'est une perte de temps. C'est comme ça, les Chinois ont été intelligents. Ils ont pris toutes les technologies des Européens, ils ont copié, ils avaient ça. Ça, c'est un acquis. C'est qu'eux-mêmes ont pu faire, ça a été le plus qui les a fait passer au niveau supérieur. Donc, prenons ce que les autres, ils ont, adaptons-le à nos réalités, à notre environnement, à notre société, à notre culture, à nos réalités économiques, religieuses, etc., à nos valeurs africaines, et pour pouvoir donner une solution à notre population. Et on a compris avec le CERTI qu'il faut aller dans ça. Donc, nous avons mis plusieurs solutions qui aujourd'hui, on ne les a pas inventées. Aujourd'hui, les technologies sont faites de telle sorte qu'on n'invente plus. Mais on prend ce qui a été fait par une communauté, on ajoute sa touche, on l'améliore, on adapte à nos besoins et on donne une solution aujourd'hui. Je prends l'exemple sur cette plateforme qu'on regarde de visioconférence. Elle est une plateforme du groupe Famib. Elle est gratuite, elle est illimitée et on peut aller jusqu'à 3000 personnes, mais les Maliens ne l'utilisent pas, ils vont acheter Zoom. On essaie d'enrichir ceux qui sont plus riches, peut-être même que... Ouais, voilà. La plateforme on va enrichir quelqu'un qui est peut-être plus riche que notre pays aujourd'hui sur ces plateformes-là. On va aller acheter des solutions chez Teams, Microsoft. Bill Gates est plus riche que presque l'Afrique réunie. Donc, on va aller acheter leurs solutions et on va les enrichir. Mais cette solution, on l'a mis, c'est gratuit. Mais parce que les gens disent que oui, mais c'est Jawara de famille qui est derrière ça. Non, je ne l'utilise pas. C'est ça qu'on doit arrêter, en fait. La question, c'est ça. Et la question, c'est de dire que ces pays, en fait, n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont même pas besoin de notre marché, en réalité. Les Américains, lorsqu'ils conçoivent un produit, ils le conçoivent pour leur marché. Lorsque ça les sert d'abord, et lorsque ce n'est pas bon, ils viennent consommer ce produit-là, ils l'améliorent, et après, le monde va l'utiliser. Si vous regardez aujourd'hui les GAFAM, on peut parler des 10 plus gros GAFAM, on ne parlera même pas d'Européens, on va parler que d'Américains et des Chinois. Et quand est-ce qu'on parlera d'Africains? Pour qu'on parle d'un Africain, en fait, c'est ce que je dis, tant que la communauté n'est pas avec toi, tu ne vas pas y arriver. Donc, c'est des durs que je demande à tous les Maliens qu'on consomme localement, qu'on consomme en plein mois, qu'on consomme les livres de Diasako, qu'on consomme, nous, les solutions que nous développons. Et ne dites pas que vous allez nous enrichir. Non, une personne ne peut pas enrichir quelqu'un. Mais
l'ensemble de ces personnes, si vous me donnez tous aujourd'hui 5 000 francs dans cette salle aujourd'hui, ma journée, elle est bien. En partant, je peux acheter à manger pour ma mère, pour mes enfants, pour ma femme et pour mes voisins. Mais si vous ne me donnez rien, je n'ai que ce que j'ai. Alors, mais si quelqu'un me donne 5 000 francs, est-ce que ça peut permettre d'acheter à manger pour toute ma famille? Je ne pense pas. Mais si tout le monde me donne, ça peut m'enrichir. Donc, ensemble, on peut faire des choses. Donner 100 francs ou 200 francs pour un produit d'un Malien et que tout le Mali finit par donner, lui, s'il a l'argent, il va recruter, il va embaucher des gens, il va encore recruter encore plus de personnes. Donc, c'est une façon de dire que nous devons consommer nos produits, nous devons consommer localement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire que c'est l'union qui fait la force. Ça, on nous a toujours appris ça depuis qu'on est petit. Nos 5 doigts nous le rappellent à chaque fois. Voilà, nos 5 doigts nous le rappellent. Mais la question importante aujourd'hui, c'est de dire que la chance que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on est un pays, on est le meilleur pays au monde. Ce qui est arrivé au Mali, n'importe quel pays, ça aurait été, c'était foutu catastrophe. On a vu au Rwanda, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu partout, ça a été catastrophique. Mais parce que les Maliens, jusqu'à présent encore, on n'a pas perdu nos valeurs. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, nous devons les utiliser avec les nouvelles technologies pour apprendre plus, pour mieux informer nos populations. Et je fais un appel, moi-même, j'ai un réseau social qui a beaucoup été critiqué parce que les gens, à un moment donné, n'ont pas compris. Lorsque je lançais ces réseaux sociaux, on m'a même insulté. Il y a un groupe qui a été créé. Des attaques personnelles. On m'a insulté ma mère, on a insulté ma famille parce que j'avais lancé un réseau social. Mais en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est que pendant que ces gars-là passaient leur temps à m'insulter, moi, je me faisais de l'argent. Je gagnais de l'argent. En fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils perdaient trop de temps. Les algorithmes se sont emballés, du coup, ça fait des cagnottes pour... J'ai gagné de l'argent et ils m'ont donné beaucoup de visibilité. Même les gens qui ne me connaissent pas m'ont connu, en fait. Et j'ai gagné beaucoup d'argent pendant cette période. C'est-à-dire que c'était extrêmement intéressant. C'est-à-dire que... Et je les remercie parce qu'aujourd'hui, la question importante, je n'ai jamais répondu même une seule fois. Jamais à qui que ce soit. On est allé jusqu'à insulter ma mère. Je n'ai jamais répondu. Parce qu'à partir du moment où je me dis que quelqu'un arrive par jalousie à aller insulter la maman de quelqu'un, c'est que la personne ne connaît rien et ne saura pas grand-chose. Parce qu'une maman, c'est sacré. On n'insulte pas une maman, même que ce soit la tienne, la mienne. Une maman, on n'insulte pas. Et ça, il fallait nous appeler, nous on allait frapper la personne. Non, je crois qu'avec Champion, on en a parlé, mais en toute honnêteté, en tant qu'homme, ça m'a fait mal. Et je crois que j'en ai pleuré même. Et un soir, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que ma mère a fait pour mériter qu'on l'insulte comme ça sur les réseaux sociaux? Mais je dis, mais qu'est-ce que moi je fais pour qu'on insulte ma mère? Mais je n'ai pas vu ce que j'avais fait. Tout ce que j'avais fait, c'était de dire que pendant cette période-là, et on venait d'arriver à une situation où il y avait Covid-19 était là. Et j'avais plus d'une centaine de salariés. Il n'y avait pas d'activité. On venait au bureau. Après, on s'était mis en télétravail. On s'ennuyait. Et j'ai payé des gens par mois. J'ai dit, bon, les gars, il n'y a pas de projet. Je ne peux pas continuer à vous payer parce que j'aurais du mal à vous respecter. Mais trouvons quelque chose. Travaillons sur un projet et rapidement. Trouvons une solution. Faisons des choses. C'est comme ça que toutes ces solutions ont été créées pendant cette période. Je dis, on n'invente rien. Prenons ce qui existe chez les autres. Faisons en sorte que nous, on a ça au Mali aussi. Comme ça, on va faire nos réunions sur ça parce que j'ai commencé à faire les visioconférences. Je crois qu'on a été parmi les premiers à faire les webinaires au Mali. C'est nous qui avons lancé ça au Mali. Aujourd'hui, tout le Mali en fait, mais on ne m'a pas insulté pour ça. Et quand on a fait, j'ai acheté Zoom. Un jour, je me suis posé la question. J'ai dit, tiens, c'est rien, nous, on continue à aller enrichir les Américains. Là. J'ai dit, tiens, les technologies que Zoom utilise, en fait, c'est un open source. Ils ont adapté, ils ont habillé, ils l'ont appelé Zoom et ils sont en train de vendre ça aux gens. J'ai dit, mais faisons la même chose. Mais j'ai dit, si on le met à vendre là, les Maliens ne vont pas consommer rien que fouiller. Mais c'est ça qui a été la bêtise. En fait, en réalité, j'ai compris une chose aussi, il ne faut jamais donner quelque chose gratuitement. À la limite, disons les j'offre, mais ne dis pas c'est gratuit. Parce qu'on n'accorde pas d'importance. Peut-être de dire à la personne que je t'offre ça. La personne, si elle est intelligente, va se dire qu'il a mis quelque chose, il a acheté, il a fait l'effort et il m'a donné. Mais quand tu dis que c'est gratuit, c'est que je le ramasse en fait. Donc, on a tendance à ne pas accorder d'importance. Et ces réseaux sociaux, on a lancé CDSpace. À l'époque, c'était Kingi Social. Et j'avais donné le nom Kingi, ce n'était pas parce que j'étais un roi, c'est que je suis Soninké, je suis Jawara. Je viens d'une région où il y a 10 villages
où on appelle le Kingi Jawara. C'est comme on parle de Bafulabe, on va parler de Massina Futa. Donc, c'est une zone où les gens ne vont pas à l'école. Très peu vont à l'école. On est beaucoup plus dans l'immigration. Quand on va dans nos villages à nous, on va voir que des femmes, des vieux, ou si on voit un garçon, on sait qu'il est attardé mentalement, ou soit il est en vacances. Dans les villages soniqués. Vous demandez à n'importe quel soniqué, il va vous dire ça. Quand on part dans les villages soniqués, on ne verra que de vieux, de femmes, ou s'il y a un homme, il est attardé mental, il a mentalement, ou soit il est en vacances. Et je me suis dit, en mettant le nom de cet endroit-là, je vais donner une visibilité d'où je viens. Je vais donner une visibilité à ma communauté. Mais j'avais regardé sur les réseaux sociaux, les qui m'attaquaient, qui m'insultaient, en fait, venaient de l'autre côté du Mali. Donc, ils ne venaient pas de la région du Sud. Majoritairement, c'était mon point de vue. Et j'avais compris que peut-être que le fait que j'avais donné ces noms soniqués, des noms de chez moi, qui dérangeaient les gens. J'ai dit, bon, si c'est ça qui les dérange, moi, je suis malien tout court. Mais Kingi ne m'appartient pas. Je ne suis pas le patron de Kingi. Mais comme je viens de là, je me suis dit, bon, mais c'est au Kala. Et on a mis toutes les langues africaines. On commençait par les langues maliennes, soniké, pambarapel, le ko, le klutunko, le swahili, toutes les langues africaines. On a dit, on va ramener un plus à cela. Et derrière, on a décidé de changer les noms. On dit, on va changer les noms. Vous savez, en Bamana, Oubafoko Philippin ou bien Nyamanton, les gens donnent les noms à leurs enfants comme ça. Mais en soniké, on dit Sediho. Cédi, GT, en fait, en soniké. Bon, on a dit, on va l'appeler GT, puisque les gens ont rejeté. Ben, on va appeler le réseau social un réseau rejeté. Cédi, ça veut dire ça. Mais c'est aussi le prénom de ma fille, parce que ma fille porte ce prénom, elle s'appelle Cédi, ma fille. C'est l'homonyme de ma tante, la sœur de mon père, de mon papa. Et donc, c'est généralement de façon traditionnelle chez nous, les soniqués, lorsqu'on a des filles et qui décèdent, on s'est dit, bon, cette fois-ci, si j'ai une fille, je vais l'appeler Sidi. C'est comme les bons c'est comme ça, il y a les prénoms Niamanton, Philippin, tout ça. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, on va appeler le réseau comme ça. Et puis, les gens, comme vous avez rejeté, ben, on va l'appeler comme ça. Peut-être que vous allez venir. Mais la question, c'était de dire que Djad dit de ne pas parler d'échec. Mais ce n'est pas l'échec que je parle, mais c'est les rejets des gens. Parce que Sidi ne m'apporte pas d'argent. Plus de 10 000 euros par quasiment tous les 3 mois pour un réseau social qui est critiqué, qui n'est pas utilisé. De mon argent, de poche, je ne m'apporte pas un franc, mais ça m'a apporté plus que l'argent. Ça m'a apporté quoi? De l'humilité, en fait. Ça m'a apporté quoi? De la résilience. Ça m'a apporté quoi? C'est la patience. Qu'est-ce que ça m'a apporté le plus? En fait, c'est que les gens ne savent pas. Ça m'a apporté vraiment des relations. Parce que ces gens, en m'insultant, partaient taguer Bali, partaient taguer Mme Baranga, partez taguer que des personnalités importantes. Vous misez sur ces garçons-là, mais il est comme ça. Mais quand Baranga a vu ça, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, c'est lorsqu'on ne t'insulte pas, ça veut dire que tu n'es rien. Ça veut dire que c'est très bien. Et Mossadegh, il faisait jamais 3 mois s'il ne venait pas à mon bureau pour s'afficher avec moi. C'est pour dire que, voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que la résilience a fait que de moi, c'est arrivé au nom de pas mal de personnalités. Je ne sais pas si c'est ces réseaux sociaux-là. Non, je ne pense pas. Mais j'avais lancé un autre projet qui était l'Université virtuelle du Mali. Oui. Qui a été combattu par notre État. Par qui, d'abord, par le gouvernement du Mali a combattu ça. Parce qu'eux-mêmes disent qu'ils ont un projet pour faire la même chose. Mais ça a été combattu par beaucoup de Maliens. Mais en réalité, nous, on l'a lancé tout simplement parce que c'était la période de Covid-19. Bien avant Covid-19, on a voulu lancer ça. Mais quand Covid est venu, tout le monde a vu que l'enseignement en ligne a fonctionné. Aujourd'hui, tout le monde fait des cours en ligne au Mali. Beaucoup font des cours en ligne. Beaucoup font des formations en ligne au Mali. Mais à l'époque, quand on avait fait, ça avait été mal compris. Mais j'ai mis beaucoup d'argent dans ce projet. Beaucoup de mon temps, tu étais là à mes débuts. Je vais m'arrêter là. Mais en réalité, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à avancer sur le projet parce que je croyais à ce projet-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? La récompense a été beaucoup meilleure que tout. Un beau jour, je me rappelle, jusqu'à présent, peut-être les images sont sur le réseau, j'avais un boubou, je n'avais pas fait attention, un boubou comme ça, mais il était déchiré. J'étais vers le grand hôtel, je passais en voiture, je devais aller à une course. On m'appelle, on me dit, il faut que je passe au ministère. Je dis, mais il y a quoi? On me dit que le ministre vient me voir. Je dis, ben, je fais quoi? Il me dit, non, il faut que tu viennes parce que tu vas être chevalier de l'ordre national du Mali. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que de l'échec, je suis chevalier de l'ordre national de mon pays. Qu'est-ce qui peut, à mon âge, en tant que jeune, qu'est-ce que c'est encore plus que ça? C'est être chevalier de l'ordre national de son pays, franchement.
Est-ce que je le mérite? Je ne sais pas. Est-ce que je ne le mérite pas? Est-ce que d'autres le méritent pas plus que moi? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis fier de l'accrocher dans mon bureau et de l'accrocher chez moi. Mais ma fierté était que dans ma famille, je pense qu'avoir été le premier à l'avoir ça chez moi. C'est-à-dire que ça, c'était important. Parce que traditionnellement, on n'y va pas à l'école. Je n'ai pas un membre de ma famille qui est fonctionnaire. Aucun membre de ma famille aujourd'hui n'est fonctionnaire. Et ce qui fait que moi, j'étais dans l'entrepreneuriat. Pour un bon soniquet, ma mère voulait que je sois au grand marché vendre. Et aujourd'hui, j'ai insisté pour ça. Tout ça, c'est pour conclure. Au début, quand je voulais faire mon projet, qu'on me dissuadait de le faire, par fini, je suis allé. Ma maman, je prends la grâce de Dieu, que Dieu la préserve encore, la garde le plus longtemps possible. Elle est encore vivante. Et je suis allé dire, j'ai dit, tu as vu que finalement, même le Mali a dit que je suis bien maintenant. Ils m'ont donné ça. A dit, Kera de Mania, ça c'est quoi ça? J'ai dit, non, ça c'est quand le pays pense que tu fais du bon boulot, il te donne ça. Et il ne savait pas c'était quoi. Je l'ai expliqué à ma mère. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, des gens l'ont appelé du village pour dire que ils m'ont vu à la télé, qu'on est en train de me donner une médaille, que je suis devenu ministre. J'ai dit non, tout sauf ça. Non. Et c'est juste que je suis un entrepreneur et je suis bien dans ce que je fais. J'aime mon boulot et je suis très heureux de l'être. Et je n'ai aucune prétention, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais être parmi les champions africains. Et ça, j'ai besoin de vous. Et moi, je vais être un champion en Afrique. Et je n'ai pas peur de le dire et je n'ai pas honte de le dire et je ne le cache pas. Mais j'ai besoin que vous me souteniez pour que je sois ce champion-là. Parce que je peux l'être. Tu le seras. Et je peux l'être et par la grâce de Dieu, par vos encouragements, vos soutiens, je peux être un champion. Un champion, il suffit d'un claquement des doigts. Vous savez, on parle tous d'Elon Musk aujourd'hui. On le parle. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. On le critique, on lui dit tout. Mais il fait partie des plus riches de ce monde et c'est eux qui dirigent ce monde-là. Et pourtant, c'est Barack Obama qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Il a échoué. Son dernier essai, si ça ne passait pas, il était foutu. Mais les Américains, ils l'ont créé, ils l'ont donné le contrat qu'il lui vaut aujourd'hui, ce qu'il est, et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut t'aider. Jamais, ne disons jamais que je me suis fait tout seul. Même si on se bat, souvent on a tendance à être seul, on a tendance que le monde entier est contre nous. Il y aura toujours quelqu'un qui pense à nous aider, qui peut nous aider. Maintenant, prions le bon Dieu de croiser cette personne-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est tous derrière nos sociétés, on peut réussir. Je conclue, parce que j'aime bien dire je conclue, je continue. Mais il y a 2 ans, Sanogo, j'étais avec toi. On était à l'étranger dans un pays européen. On discutait ensemble, on causait, on a passé un très bon moment ensemble. Et mais toutes les 30 secondes, on s'énervait. Dès qu'on se connecte, on voit quelqu'un, dans ce pays-là, c'était la France, hein, je le dis, il publiait des licornes. Tous les jours, ouais, une licorne française vient de lever 6 millions d'euros, une autre licorne a levé 2 millions d'euros. Et on regarde la licorne, ils font quoi? Ils font vente en ligne, ou bien ils font transport de colis, ou bien ils vont livrer les hamburgers. Après, on dit ça, ils ont levé ça. Et c'est leur président qui publiait cela, c'est leur ministre qui publie. Tout leur pays était là, l'icône française, mais en réalité, ils n'ont rien inventé qu'on n'a pas inventé déjà au Mali, qu'on n'en avait pas dans nos startups. Les startups maliennes, au même moment, on avait de la robotique avec Jakito Robotique, on a Iwati qui faisait la reconnaissance faciale, on avait Appla et moi, on avait toutes ces startups maliennes qui sont là. Et on ne parle même pas d'eux, on les insulte sur les réseaux sociaux. Je dis, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est-à-dire que toujours, nous les Africains, on s'est détruit. Les autres sont là à se consolider. La question aujourd'hui qui se pose déjà aujourd'hui, c'est de dire que c'est un monde, les Occidentaux sont en train de combattre la Russie parce qu'ils sont différents. La Russie est différente de l'Occident. Les autres sont en train d'aider leurs semblables. Les Chinois, ils sont en train de le combattre parce que les Chinois sont différents d'eux. Nous, les Africains, on se combat, nous, pour pouvoir aider les autres à nous combattre. Donc, soyons solidaires entre nous, soyons soudés, aidons-nous, aimons-nous. Et moi, je voudrais demander pardon à toutes ces personnes que j'ai dit offensées parce que je parle beaucoup, je communique beaucoup, je publie beaucoup. Donc, je peux dire quelque chose qui peut être quelqu'un, mais je lui demande pardon, mais je lui dis seulement d'essayer de faire comme moi, de vendre une bonne image de notre pays. Et en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si la salle a des questions. Tu es un véritable ambassadeur du branding malien, l'image de marque du Mali. Vendre cette nouvelle du Mali, ces bonnes nouvelles du Mali et inspirer d'autres jeunes, on ne peut que te féliciter pour cela et surtout te féliciter pour ta grande humilité qui te vient, qui connaît le monde soninké sait que ça fait partie des valeurs ancrées. L'amour de la mer, vous l'avez compris, l'amour on dit Aljana, l'Aljana se trouve sous les pieds de la maman. Absolument. Et Amadou, je pense que tu peux aller au paradis.
Je ne suis pas Dieu, hein. Ça, c'est tout le malheur que tu peux me souhaiter. Ça, je le pense sincèrement. Si c'est le cas que je parte, que je meurs même aujourd'hui, ça me va, parce qu'on ne vit qu'en réalité non, pour on ça. va pas mourir maintenant. Non, c'est une façon de dire que si on sait d'avance qu'on va aller là-bas, autant aller maintenant. Autant y aller maintenant. Autant aller maintenant. Autant y aller maintenant. Autant y aller maintenant. La grande humilité et comprendre aussi qu'on n'est rien sans les autres. Et surtout, ne jamais se vanter, j'ai capté ça aussi, ne jamais se vanter d'avoir réussi tout seul parce que personne ne se fait tout seul. Il y a une phrase qui m'énerve au Mali, quand les jeunes commencent à émerger un peu là. Elle s'est faite toute seule. Non, je ne me suis pas faite toute seule. Il s'est pas fait tout seul. Il s'est pas fait tout seul. Les parents étaient là avant, même si on pense que les parents et l'entame même de cette discussion était sur l'origine. Moi, je suis un enfant de pauvre. Souvent, les personnes qui disent ça, on sait très bien que ce ne sont pas des enfants de pauvres. Mais il se dit, j'ai dû travailler de manière acharnée à monter les échelles. Et à chaque fois qu'il a monté les échelles, la mère, la famille. Les valeurs, c'est aussi la famille. Les valeurs, c'est aussi la religion. Ça transparaît un petit peu dans tes propos aussi, Amadou, qui est cette grande foi que tu développes aussi autour de ta personnalité. Et les gens qui réussissent croient profondément à quelque chose. Dieu, l'univers, ce que vous voulez, mais ces personnes croient en quelque chose. Et c'est une force. Encore une fois, applaudissez-le. On va vous donner la parole, soit pour intervenir ou poser des questions. On part sur un premier groupage de 5 personnes. Avec votre permission, je vais vous demander de ne pas être long et longue. Une première personne, Monsieur Sissouma, à qui on n'a pas eu l'opportunité de donner la parole hier, mais on se corrige ce matin. C'est Sissouma, hein? Sempara. Bon, Maraga Djamoubekele. Bon, Sempara. Monsieur Sempara. Monsieur Makalou. Madame Dambélé. 3 personnes pour commencer. Très bien. Et comme monsieur Makalou avait... Sinon, vous le laissez passer? Très bien. Donc, monsieur Sempara, vous pouvez y aller. Bonjour tout le monde. Voilà. Moi, je me nomme Mambessidi Sempara. Je remercie Amadou pour alors l'exposer sur son parcours, son brillant parcours, que j'ai retracé sa vision, ses objectifs, ses difficultés et l'atteinte des objectifs. On appelle tout simplement l'esprit d'initiative. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, au Mali, à l'instar de tous les autres pays africains, nous avons beaucoup constaté que l'esprit d'initiative ne fait vraiment pas défaut. Tout le monde veut entreprendre, tout le monde entreprend, mais nous avons constaté que la plupart des entreprises ou la quasi-totalité des entreprises créées meurent avant leur créateur ou meurent avec leur créateur ou meurent quelques années après le décès de leur créateur. Alors que par contre, sur d'autres cieux, nous voyons en même temps des entreprises de première, de deuxième, de troisième, de quatrième, je ne sais pas quoi, génération. Mais d'où tirent leurs secrets? C'est dû à notre manque de maturité, c'est dû à la courteté de notre vision, c'est dû à quoi? La question doit être posée. Nous, la nouvelle génération, nous souhaiterons, à partir de cet instant, voir des entreprises de première, de deuxième, de troisième, de quatrième et de X génération. Et je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible parce que Dieu même a dit que lui, il ne change rien dans la situation d'une personne, d'une nation, d'un individu, sans que ceux-ci cherchent à changer ce qui est en eux. Là, c'est un verset
coranique. Et de toi, le ciel t'aidera. Donc, je pense que, alors, nous devons, en plus de l'esprit d'initiative, d'avoir l'esprit bourgeois. L'esprit bourgeois, c'est quoi? C'est le goût d'accumuler de la richesse, le goût d'accumuler de la richesse. Donc, avec ça, je pense que nous allons quand même voir des entreprises de première, de deuxième, de troisième et de X génération. Et la solution, le comportement, tous les comportements qui nous amènent à accéder à ça comme objectif, M. Diawara les a dit dans son exposé. Premièrement, le fait de penser qu'on ne peut pas réussir seul est très déterminant. Généralement, de par notre culture, nous sommes musulmans, nous avons des grandes familles et une seule personne commence parce que nous voulons vraiment faire tout seul. Oui, moi je suis le promoteur. Oui, je suis le directeur général. Oui, tu réussis à faire seul. Mais au bout de 30 ans, Maxi, vous allez voir que cette richesse appartient à X personnes. À X personnes qui ont presque la même mentalité que toi. Ils veulent vraiment faire seul. Donc, une chose qui appartient à X personnes qui veulent tous faire seul, ce n'est pas évident. Et, je ne vais pas vous couper, Monsieur Saint-Para, c'est hyper important ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous avez une question à la suite de Oui, j'ai déjà posé la question. Oui, la question. J'ai déjà posé la question. Comment faire? Comment faire? Pourquoi nous n'avons pas des entreprises de plusieurs générations? Et comment? Très bien. Et comment nous pouvons y accéder? C'est les deux questions que j'ai compté vraiment poser à M. Diawara. Je vous remercie. Voilà. Je pense que tu vas réagir à chaud. Non, je crois que... Merci beaucoup, M. Saint-Para. Il posait sa question, j'étais tellement pressé de le répondre. Et c'est une question pertinente, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup contribué. En fait, il a fait une analyse de la matinée et il a fini par sortir une question qui est capitale, en fait. Et je crois que mes collègues qui sont là, Djibril, Awa, c'est ce qu'on en parle tous les jours. Et je crois que avant-hier, Djibril, toi et moi, on était avec Doumbia dans le bureau de Doumbia, on en a parlé exactement. Et au début, j'avais expliqué que Dia disait que j'étais le PDG de ma société. Je lui ai dit que non, ce n'est plus moi, le directeur général, c'est Doumbia. Doumbia, c'était au début un responsable chez moi. Après, il est passé directeur projet. Après, il est passé directeur général adjoint. Aujourd'hui, c'est lui le directeur général. Et j'ai décidé, en fait, lors d'une réunion, je dis, ça a été difficile. C'est un événement très douloureux. Et j'explique une histoire qui est très importante parce que à la fin, à la prise de cette décision, j'ai perdu les 3 ou 5 personnes les plus anciennes de mon entreprise. Ils sont partis. Après Olivier? Olivier est décédé, personne. Olivier est décédé, c'est un ami français qui était là, qui travaillait chez moi, qui est décédé, personne. Et d'ailleurs, il y a une semaine, c'était son anniversaire de décès. Mais cette histoire que le grand frère vient de poser, j'ai l'impression qu'il connaît ma vie quand il pose cette question-là. Quand je suis arrivé en 2010, je commençais mon entreprise avec 2 jeunes, que je ne dirais pas le nom. Un était mon coursier et il a fini de grimper les échelons jusqu'à devenir mon directeur général adjoint. Et la seconde personne que j'avais recrutée, troisième personne, était mon cousin et qui a fini d'être directeur commercial et après qui allait aussi créer. Lui, il est parti bien avant parce que voilà. Mais le troisième, lui, était devenu mon directeur commercial. Des gens avec qui je sillonnais le monde entier. Partout où je voyageais dans le monde, je les amenais avec moi pour qu'ils découvrent que la vie qu'on a au Mali, il faut aller voir ailleurs comment ça fonctionne. Je les ai ramenés en Europe, je les ai ramenés au Moyen-Orient, je les ai ramenés partout. Et en Afrique, je les ai ramenés, c'était pour qu'ils regardent comment ça tourne ailleurs, pour qu'on puisse faire la même chose. Je l'ai tantôt expliqué que je ne suis pas dans cette compétition d'inventer. On est dans un monde de compétitivité aujourd'hui. Je suis dans ce monde d'innovation, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe ailleurs, qui fonctionne,
comment l'adapter chez nous. Parce qu'il ne faut pas les copier-coller. Non, il faut l'adapter à nos réalités, dans nos contextes à nous. Et l'année dernière, j'ai senti que la société grandit. On fait des chiffres d'affaires. On a un niveau de vie très élevé. Les salaires sont très élevés. Tout était très élevé. Mais la gestion, elle était catastrophique parce que tout était lié à ma personne. C'est-à-dire que je pouvais m'asseoir, ma mère peut m'appeler qu'il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a telle personne qui vient du village, il y a ça, mon cousin, mes amis m'appelaient. Tout de suite, je décaissais. C'est-à-dire que je prenais l'argent que j'avais et je donnais. Quand je n'avais pas l'argent sur moi, je dis, il faut voir la comptable là. Des fois, j'avais même mes chéquiers chez moi. En fait, j'ai volé mon propre argent, en fait. C'est-à-dire que, Awa sourit parce que des fois, il était donné. Mais je volais mon propre argent. C'était mon argent, c'est mon entreprise. Mais j'avais des chéquiers cachés dans mon bureau que la comptabilité ne savait pas. Si j'avais besoin d'argent, mes chéquiers, et puis je regardais un gars qui n'est pas dans les affaires, je l'appelle Tchétata, le chéquier c'est-à-dire, c'était mon argent. Je volais mon argent, en fait. Et je pensais que j'étais riche parce que je pensais que c'était bien. Et puis les gens disaient, ah, Amadou est bien. Ah, Amadou est bien. Des fois, quand je venais chez moi, il y avait une file d'attente devant ma maison, ou quand je vais chez ma mère, des fois, quand ma mère m'appelle, après, dès que je prends, je dis, maintenant, non. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, non, il n'y a rien. Je dis, ah, d'accord. Parce que tout de suite, il y a quelqu'un qui. Donc, mais je donnais parce que prendre l'argent est plus facile que de les chercher. Mais j'avais réussi à faire une chose, c'est que j'avais réussi à mettre une équipe forte autour de moi qui travaillait. Et je n'avais pas réussi à faire la bonne gestion. Donc, l'équipe travaillait, l'argent rentrait, mais moi, je le mangeais, en fait. Et en réalité, personne ne peut dire qu'il m'avait dans une boîte de nuit. C'est rare que je pense que de 2010 à maintenant, je suis allé 2 fois en boîte de nuit. Pour un, c'était pour le mariage de quelqu'un. Il m'a invité, ben, j'étais obligé d'aller. Je suis allé. Un, c'est des amis qui sont venus d'Europe qui voulaient aller en boîte. Bon, je les ai ramenés. On me verra rarement dans un endroit. On me voit plus sur les réseaux sociaux ou avec mon équipe, etc. Donc, c'est vrai que je ne gaspille pas d'argent dans le folklore, mais je distribue facilement. J'avais dit que je voulais aider. Ça faisait partie de mes objectifs d'aider les plus démunis, etc., etc. C'est de lui que je parlais, Sissoko, que je disais que nos maisons sont collées au village. Je parlais de ton grand-père, le vieux Mamoudou. Hein? Pas Mamoudou, comme quoi qu'il était un ancien combattant et que j'ai beaucoup appris de lui. Et on habitait dans des maisons en Banco, je crois. C'est ça. Pour moi, il faut donner aux gens qui n'en ont pas. Ça pouvait fonctionner. Et c'est ce que les valeurs que ma mère m'a apprises. Mais j'avais compris que pour ceux qui sont de Boukassombougou, s'il y en a de Boukassombougou, ils peuvent se renseigner. À Konaté-Bougou, j'ai vécu là-bas. Et en 99-18, je vendais de la farine, le froufrou iran sur moi. Et ma mère demandait de faire ça, le froufrou iran. Je vendais de la farine, donc sur moi. Les gens passaient à l'époque, il n'y avait pas Doumanzana, il y avait un espace vide là-bas. Il n'y avait pas l'extension encore. Tu traversais pour arriver au lycée Filidabo. J'étais en 10e séance lycée Filidabo. Et je vendais de la farine et les gens passaient, qui quittaient Boukassombougou, Sangaré, tout ça à pied pour monter, aller au lycée. Ils achetaient de la farine avec moi. Et après, quand je finissais, moi, je donnais l'argent à ma mère, mais j'avais toujours cette habitude qu'à donner blanc. Donc, je mettais un peu et puis j'ai donné l'argent à ma mère. Et après, pour les gâteaux lycée. Là. Et quand j'arrivais, et après, j'étais un peu beau gosse quand même, tu vois. Donc, voilà, et les filles voulaient discuter avec moi. Et les gars venaient, tu pour que ça buffet, pour que les filles s'éloignent de moi. Pour montrer aux filles que lui, ce n'est qu'un vendeur de foufourou, en fait. Donc, et puis, mais bon, comme j'étais brillant dans les maths, après, les filles venaient parce que, bon, je connaissais bien les maths, donc ça allait bien. Donc, à l'époque, c'était pas parce que tu étais un enfant de riche où les filles venaient. Non, parce que tu étais bon à l'école, que les filles venaient vers toi. Donc, moi, j'avais compris ça. Mais l'éducation Gumbora, c'est qui me clashait que me foufou que ça m'a fait. Ou ta farine pour ça, mais moi, j'achetais du sandwich. Parce que j'avais l'argent que ma mère. Esprit de bourgeois. Ça ramène à l'esprit de bourgeois. C'est-à-dire que récréation war de Kumbedolo, moi, mais moi, on ne me donnait pas d'argent de récréation. Je le cherchais et je donnais. Et une partie de ça, c'est là où j'ai beaucoup de respect. Mon premier mentor dans la vie, c'est mon grand frère, Baba Diawara. Il avait un salaire misérable à l'époque. Et il nourrissait la famille et il fallait qu'on aide aussi à nourrir la famille. Et c'est comme ça que mon histoire est partie. C'est important que les gens me voient aujourd'hui, mais il y a une histoire derrière. Quand je dis que je suis un enfant de pauvre, je suis un enfant de pauvre parce que je vendais du foufourou pour accompagner. Il peut en témoigner, il le sait, nos familles sont collées, il sait que je suis.
Et derrière, mais à la récréation, les cantines, j'achetais des sandwichs, donc finalement, j'étais parmi les plus brillants en classe. À la récréation, moi, je mange un sandwich. À l'époque, c'était la mode. Maintenant, les gens mangent des shawarma. Là, nous, c'était des sandwichs comme ça. Et les autres mangeaient du farine et bourou. C'était les gosses d'Élix ou c'était les Délix, les machins, les Yamamat. Donc, c'est pour dire que j'avais pris ce goût de l'argent. Et je savais c'était quoi. Et ma mère avait une boutique devant la porte. On appelle ça boutique de façon péjorative. Désolé pour les amis Sorail. C'est comme ça qu'on appelle. Une petite épicerie. Mais ouais, il faut le dire de façon telle que c'était à l'époque. Et dans cette boutique, mon frère, c'est pas le plus aîné de mes frères, c'est celui-là que je suis. D'ailleurs, mon premier garçon porte son nom, Rafik Bougari, parce que j'ai une histoire avec mon frère que j'ai donné même le prénom de mon premier garçon. Et je me souviens, j'étais au village, à Caille, dans notre village, et j'étais venu, et on dormait à l'époque dans cette boutique. Vous savez, il y avait une comptoir derrière la boutique. Et derrière ça, c'est là où nous on dormait parce que c'était notre chambre que ma mère a transformée. Elle a fait une porte dehors pour que ça soit la boutique. Donc on avait la boutique, mais derrière, c'était ça notre chambre. On dormait dans la boutique, mon frère et moi, et la nuit, on vendait la boutique. Et souvent, mais doucement, c'est les gars ferrés. J'ai un ami, récemment, je fais le tour de la plupart des États américains avec lui. Il est actuellement à Mokhtar Diop, qui était un enfant de riche. À l'époque, il avait une 505 qu'il amenait à l'école. Mais c'était mon ami et il venait s'asseoir là. On attachait l'eau fraîche. Soufflé, en bas de la frigo, en bas ferré. Et le matin, je vendais de la farine. Après, je partais à l'école. Mais j'avais des objectifs depuis à cette époque-là. Je n'ai jamais eu de notes en français. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Pas grave, ça. Mais j'en fais beaucoup. Je n'ai jamais eu de moyenne en français. Jamais, jamais. En histoire, tout ce qui peut être posé pour faire, moi, je n'ai jamais eu de notes. Parce que je n'avais pas le temps. Le matin, il fallait que je vende la farine. La journée, quand je venais à l'école, il fallait que je vende la boutique de ma mère. La nuit, il fallait... Quand est-ce que je pouvais apprendre? Je n'avais pas le temps d'apprendre. Mais pendant que, entre deux clients, tu peux faire une fonction exponentielle, tu peux faire des limites, tu peux faire des exercices. Donc, je savais que c'est là où il fallait que je sois très bon. En maths, physique, chimie, j'étais imbattable. Il n'y avait rien à faire. Après, LV2, anglais, allemand, c'était true all false. Moi, je venais, je faisais le bon sens. Jusqu'à présent, ça me reçu bien. Je fais le bon sens. Donc, je mettais true all false, machin. Aujourd'hui, demain, je mets ça. Et j'avais les bonnes notes. Et puis, c'est fini. Et je suis parti. Et un jour, mon frère est venu me dire, bon, écoute, pour aider la famille, il faut que tu ailles en France. Ah, je dis, je ne pars pas, moi. Il me dit, ah non, il faut que tu pars. Limite, on m'a amené de force en France pour aller participer. Et quand je suis allé en France avec mon frère Papis, on est allé pour aider sur les pans publics. Tu connais là-bas, c'est pas comme au Mali. Tu viens, tu te laves les mains, tu manges. Non, c'est pas ça, mon vieux. Là-bas, si tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas. C'est tout, point. Ça s'arrête. Mon frère et moi, on a dormi sur des places publiques. On s'est lavé dans les toilettes publiques. Après, on a fini par travailler. Aujourd'hui, mon frère, il est directeur d'une très grosse société en France. Et moi, je suis rentré au Mali et par la grâce de Dieu et par la bénédiction des parents, je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un parcours à tout ça. Donc, le goût de la bourgeoisie, c'est important. Mais le grand frère, je n'ai toujours pas répondu à sa question parce que j'en reviens. Je parlais de Doumbia. Mais lorsque je fais une réunion, je dis à mes gars, on va développer une plateforme de vote. On va le faire. En fait, tout ce que je publie, tout ce que je développe, parfois les gens peuvent critiquer. Après, on les sort pour le grand public, mais c'est toujours des besoins internes que je fais. Parce que pour moi, d'abord, je ne peux pas dire que je vais acheter une solution étrangère tant que j'ai des hommes qui peuvent le faire chez moi. Donc, je les conçois pour moi-même d'abord. Une fois que je finis de l'utilité, je le publie pour le grand public. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, mais au moins, moi, je tirais ce que j'avais à tirer de la chose. Donc, on a développé cette plateforme de vote. Je dis, on met en jeu mon rôle de directeur général qui, dans la société, se croit capable de diriger la société qu'il postule. Je dis, même aux gardiens, il faut qu'ils postulent. Tout le monde. Les gens n'ont pas compris. Certains sont venus, oui, moi je suis le plus ancien depuis des années, je suis là, on a tout fait ensemble et ça me revient des droits. J'ai dit non, mon pote, je suis désolé, ça ne te revient pas de droit puisque c'est à moi. C'est moi qui dis, qui pense pouvoir le gérer, il doit voter. Si tu penses que ça te revient de droit, ça veut dire que tu es en confiance. Dans ce cas-là, postule, tu l'auras. Mais si tu ne le fais pas, et quelques groupes de personnes se disent que non, si eux, on ne les nomme pas directeur général, ça veut dire que je ne veux pas que ce soit eux. Je dis non, la question n'est pas là, c'était le challenge.
Certains ne vont même pas oser le faire parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas. Certains vont se tout simplement, etc. Non, même si je à tel. Mais c'était juste de regarder le mindset du gagnant qui veut la chose. In fine, aujourd'hui, c'est Toubia qui est là, qui est le directeur général de la société, qui gère mon entreprise. Mais ça ramène à la question du grand frère. C'est pour dire qu'à un moment donné, j'avais pris du recul. Avant de faire cette décision, je suis allé 2 mois aux États-Unis. Je suis allé voir toutes les grandes entreprises. J'en ai publié sur les réseaux sociaux. Je suis allé sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, chez tout le monde. Chez Amazon, je suis allé chez tout le monde. À chaque question que je leur pose, comment vous faites pour être aussi gros comme ça? J'avais des réponses, hein, mais je voulais poser ces questions-là. J'ai tourné à la Silicon Valley. Bon, la France, c'est chez moi, donc je connais tout. Je connais tout le monde là-bas, quasiment. Donc, je vais témoigner. Et je suis allé au Maroc, je suis allé en Tunisie. Et je suis allé un peu partout. Je regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi, je dois changer si je veux être comme ces gens-là? Parce que ma question aujourd'hui, pour moi, c'est un monde de compétition. Donc, si je dois compétir, ce n'est pas avec mes frères maliens. Non, et ils sont avec moi, je suis avec eux. Soit ils me soutiennent, soit je les soutiens. Je dois compétir avec l'étranger. Donc, je dois voir comment ils fonctionnent et comment ils perdurent. Après, je suis allé en Allemagne et je regardais, je posais la question dans les entreprises comme Mercedes, etc. Les noms restent Mercedes, mais il n'y a aucun membre de Mercedes qui dirige. Renault, Peugeot, ils ne sont pas là, ils sont tous morts, les noms sont là. Et je me suis dit que, je rappelais que j'avais un ami, paix à son âme, il est décédé il n'y a pas longtemps, Akib Togola, qui était le petit-fils de Sada Diallo. Quand nous, on était petits, on entendait Société Sada Diallo et fils ou frère. Ça résonnait, ça, quand on était petits. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette société. Mais quand je regardais les industries au Mali, je vois Chiril Ashkar qui est là. Pourtant, son père était là. C'est la première entreprise du Mali, premier registre de commerce du Mali, c'est son père qui l'avait. Ils sont encore là. Il y a les hasards. Les hasards sont là. Oui. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas noirs comme nous. Ils ne sont pas maliens. Même s'ils sont maliens, ils sont nés ici. Ils ne sont pas noirs. Il y a la société Saint-Para aussi. J'arrive. Oui. La société Saint-Para, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau parce que c'est des gens qui étaient là avant, mais ils n'étaient pas formels. Ils sont formalisés après. Après, oui. Donc, vrai. Je me suis dit que, ah non, il ne faut pas que dans notre pays, qu'encore les étrangers viennent. C'est eux qui arrivent à faire ça de génération en génération, mais nous, on ne le fait pas. Mais en réalité, j'ai compris une seule chose, c'est la mauvaise gestion. Je me suis approché de Mossadegh Bali, je lui ai posé la question. Il me dit, mais fiston, tu n'as pas vu, moi, je suis dans mon bureau là de consulat de Monaco, mais c'est des gens qui gèrent mon entreprise. Absolument. J'ai posé la même question à Koulou, c'est Koulou. Qui connaît le bureau de Koulou? Moi, je ne connais pas son bureau. Il n'a pas de bureau depuis 20 ans. Je ne connais pas le bureau de Marou Koulou. Je ne connais pas son bureau. Oui. Et j'ai compris qu'en fait, si moi je vais être comme ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, moi je vais les dépasser, hein, les Mossadegh Bali, les Djadje Sankaré, je vais les dépasser. Peut-être que je ne vais pas y arriver, mais mon objectif, c'est d'être plus grand que eux. Et ça, je l'ai dit, je leur ai dit à eux-mêmes. C'est parce que c'est peut-être que dans ce groupe, je ne veux pas pouvoir être comme eux, mais c'est ça que je me suis donné comme objectif. Vise la lune, tu tomberas sur les étoiles. Exactement. Mais je me suis dit que ces gens-là, en fait, pourquoi ils ont laissé la direction générale de leur entreprise? Il y a 2 choses. Un, c'est-à-dire qu'il y a certaines décisions humainement, etc. Pour licencier quelqu'un, il n'y a rien de plus difficile que ça dans la vie. Venir au matin, annoncer à quelqu'un, bon, ton travail est fini, il n'y a rien de plus délicat de ça. Mais pourtant, le salarié vient, des fois, il y en a, ils ne viennent même plus. Il y en a, ils viennent seulement, non, et puis, il s'en fout, hein, il arrête. Hein. Mais il ne sait pas qu'il t'a fait mal. Il ne sait pas que c'est une déception. Mais toi, en tant que chef d'entreprise, tu ne peux pas venir seulement regarder quelqu'un boïgana. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est ça. Deuxièmement, tu vas penser que c'est ton argent, c'est ton entreprise. Tu vas dépenser, tu vas te faire plaisir. Mais en réalité, c'est ton chiffre d'affaires, mais ce n'est pas la marge que tu as. Au Mali, on a tendance à confondre notre chiffre d'affaires et notre bénéfice. Et en Afrique, de façon générale. Et je me suis dit que si je veux que mon entreprise continue et que j'arrive à dépasser les difficultés que le monde connaît, que le Mali connaît, que mon entreprise est en train de rencontrer aujourd'hui, il faut que je délègue la gestion de l'entreprise. C'est à ce moment que j'ai compris que si je veux que mes enfants, aujourd'hui, vous savez, moi, je suis rentré dans la vie très prématurée. Hein. À 18 ans déjà, ma mère m'avait donné une femme. Donc, ma fille, elle va avoir 17 ans l'année prochaine. Elle va faire le bac l'année prochaine. Vous imaginez déjà. Donc, je suis en train de grandir en même temps que ma fille. Elle est presque plus grande que moi de taille. Et ça, c'est très intéressant
Tu l'as vu la dernière fois, on était avec elle et on rentre dans un restaurant. Les gens ils disent, monsieur, dame, asseyez-vous. Et elle a dit, non, 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 c'est pas mon mec, hein, c'est mon père. On était ensemble, donc on mangeait à Paris ensemble et c'est comme ça. Il dit, monsieur, dame, asseyez-vous. C'était mon enfant. Mais c'est de dire que je veux que mes enfants, quand ils grandissent, ils ont le choix d'être mécaniciens, d'être avocats, médecins, maçons, tout ce qu'ils veulent. Mais là où ils n'auront pas le choix, ils ne seront pas pauvres. C'est-à-dire que les dividendes doivent être partagés à la fin de l'année. S'ils veulent venir diriger l'entreprise et qu'ils sont bons, ils ont le niveau, ils viendront compétir avec ceux qui sont en train de gérer l'entreprise. Ils peuvent prendre la tête de l'entreprise. Mais s'ils veulent faire le métier qu'ils veulent, qui n'est pas ce que moi je fais, ils ont le droit de le faire ça. Mais à la fin de l'année, quand même, il y a les dividendes qui sont là. Donc, mon entreprise aujourd'hui est faite de telle sorte qu'il y a ça. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? J'ai compris que ceux qui sont partis, c'est une perte pour moi. Parce que quelqu'un qui a fait 10 ans dans ton entreprise, quand il part, que tu le veuilles ou pas, il part avec tes connaissances, il part avec tes relations, il part avec tes acquis, il part avec tes données, il part avec. C'est une partie de toi qui part. Tu perds, en fait. Mais qui t'a dit qu'il doit rester à vie chez toi? Personne ne te l'a dit. Ce n'est pas ton esclave. Donc, il n'est pas obligé de rester. Mais par contre, toi, tu dois tout faire pour le garder. Lorsque tu sais qu'il est rentable et qu'il est bon pour ton entreprise, tu dois tout faire pour le garder. Une fois de plus, le thème d'hier, le bien-être, c'est cela. Nous avons réussi à installer une espèce de cohésion sociale, d'esprit d'équipe, de partage de beaucoup de choses. Mais on a compris que ça ne suffit toujours pas. Le nerf, c'est l'argent. Donc, à un moment donné, il faut que certains aient des actions. Il faut qu'on regarde les plus fidèles, les plus méritants, qu'ils aient des actions, qui se sentent aussi propriétaires de la chose et qui se disent, ah, ce n'est pas seulement l'entreprise de Jawara, c'est notre entreprise. Si ça coule, ben, je coule aussi. Donc, aujourd'hui, on a commencé à ouvrir progressivement pour que certaines personnes puissent être actionnaires. Et Awa est associé junior. Aujourd'hui, on a Awa qui est chez nous, qui est la directrice d'une autre structure qu'on a et qui est actionnaire, qui est la patronne de cette structure. Donc, c'est qu'il y a un mariage entre moi et Awa. Ce mariage, il est quoi? On est lié par quelque chose. C'est un contrat. C'est un contrat qui est là. Totalement. On est lié par les intérêts. On a les mêmes intérêts. C'est-à-dire que si je pleure, elle va pleurer. Si je saute de joie, elle va sauter de joie. Donc, ça veut dire que et aujourd'hui, c'est ça qu'on a réussi à faire. Donc, pour répondre réellement à la question du grand frère, je crois qu'il avait répondu lui-même à la question. Toujours le jeu, moi, toujours être au centre de tout, au devant de tout, tout contrôler, ne faire confiance à personne. Mais mes enfants, je leur ai fait comprendre, de temps en temps, je les amène au bureau. Ils sont petits encore, mes enfants. La grande a 16 ans, mais entre-temps, j'ai stoppé pour continuer les études un peu avec madame. Donc après, les autres sont petits, ils ont 9, 6 et 4 ans. Mais je les ramène au bureau à chaque fois et je leur fais faire des activités. Ils font des stages d'orientation. Ils sont là. Ils sont là. Bien. Et parce qu'ils connaissent tout le monde au bureau, ils connaissent qui est qui. Parfois, ils me posent la question, ils pensent même que mes collègues sont mes frères. Je leur ai dit non, c'est tonton tel, c'est tata tel, mais c'est parce qu'ils travaillent avec moi. Mais tu dois connaître pourquoi ils sont importants, tu dois les respecter parce que si je meurs demain matin, c'est eux qui vont venir t'acheter le lait et qui vont te nourrir toi et ta maman. Donc, ça veut dire que tu dois les respecter, tu dois grandir avec cette idée-là que l'entreprise de mon père était là, il a fondé l'entreprise, mais c'est l'entreprise de toutes ces personnes. Donc, si je dois venir, je dois les respecter. Parce que souvent, c'est les enfants qui créent les problèmes. C'est les femmes qui créent les problèmes quand on a une entreprise ou on est chef d'entreprise. Lorsqu'on reçoit nos enfants ou nos femmes ont tendance à marginaliser nos personnels. Pourtant, ils oublient que c'est eux qui sont c'est-à-dire que la colonne vertébrale de l'entreprise. Et si tu n'installes pas cela, ce n'est pas une bonne chose. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, moi, j'ai décidé de le faire. Il y a un risque. Parce que dans notre pays aussi, malheureusement, et ça, je l'ai connu aussi, il y a beaucoup de vols. On détourne beaucoup d'argent et j'ai subi ça, centaines de millions. Et à quel point ça fait mal. Et la société fait qu'il y a le social malien, tu ne peux même pas amener à la justice, les gens vont intervenir, beaucoup de discussions, beaucoup de choses vont arriver. Mais à un moment donné, on ne peut pas réussir si on ne prend pas le risque. Moi, chaque jour que je me réveille le matin, je me dis tout peut s'écrouler, comme je peux tout gagner. C'est pourquoi, en fait, je rêve toujours. Et d'ailleurs, pour conclure, je pense que nous ne devons jamais laisser nos rêves de côté. Toute personne qui te dit d'abandonner tes rêves, en fait, t'as rabat à courant. Que ce soit même ton frère. Tu lui dis, mon frère, tu peux tout me dire. Mais lorsqu'il s'agit de mon rêve, là, si tu ne peux pas m'encourager dessus, ne me dissuade pas.
nous devons avoir nos rêves. Si ceux qui ont des rêves et qui ont mis de côté, allez-y les dépoussiérer parce que vos rêves, en fait, vont vous amener vers votre but. Moi, je sais qu'il n'y a pas de succès sans échec. On a dit qu'on n'en parle pas. Mais si Mais on en essuyez, parle. essuyez, mais n'abandonnez jamais. Moi, je n'abandonne C'est ça. jamais. Moi, je suis un guerrier, je n'abandonne jamais. Et c'est ça. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tombez, mais relevez-vous toujours. Et il faut d'ailleurs apprendre à tomber. On va continuer, Monsieur Makalouf. De ne plus trop parler parce qu'apparemment, les 20 minutes que j'avais, je crois que je vais faire comme Awad. Je vais ériger dans pas longtemps ma minuterie de dictateur. Non, c'était super intéressant. Oui, bonjour, Monsieur Diawara. Je tiens à vous remercier pour votre brillant exposé et une expérience très enrichissante. Pour nous, les jeunes, une inspiration, une référence. Et je pense qu'on ne peut qu'être fier de votre parcours. Tout jeune peut s'inspirer, tout jeune Malien, en tout cas, peut s'inspirer de vous, sans aucun attendant. Alors, ma question, c'était juste pour savoir qu'est-ce que votre boîte, qu'est-ce que votre entreprise peut donner comme approche, comme service ou comme offre à un entrepreneur qui veut s'approprier comme visibilité ou bien comme, je ne sais pas, toute autre offre qui est possible. Parce que je pense que vous travaillez dans le digital, mais si vous avez d'autres activités, connaissent qu'un jeune promoteur, par exemple, moi, j'envisage de travailler dans l'emménagement et le déménagement. Parce que je vois que c'est un service qui est un peu mal connu au Mali. Chercher un véhicule ou bien, je sais pas, en même temps faire un peu de courrier connexe à côté. Voilà, donc une start-up comme ça, qu'est-ce que votre entreprise peut donner comme image ou comme visibilité? Je pense qu'on va prendre la dernière question. Oui. Excusez-moi, c'était Madame Dambélé. Alors, bonjour, moi c'est Dambélé Awa. Vous me levez? Ok. Salam alaikum. Moi c'est Dambélé Awa. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier Monsieur Diawara Amadou, quelqu'un que je suis depuis très longtemps, depuis Famib Mali, je pense. Et alhamdoulilah, ce fut un honneur pour moi de vous rencontrer. Maintenant, la question c'est quoi? Par rapport à vos écrits sur vos différentes pages et tout, j'ai compris que entreprendre n'est pas facile et n'est pas entrepreneur qui veut. Ma question, quel est votre conseil ou votre mot-clé pour une personne qui veut entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire et quelle doit être l'idée générale impérative à la réussite de cet entrepreneuriat? Merci. Merci beaucoup, Awa Dambélé. Amadou, bon, les segments de Famib et l'apport du marketing digital dans la réussite des jeunes entrepreneurs. Non, je voudrais remercier mon frère Makalou et moi qui me disent souvent qu'on le veut ou pas, on aime toujours quand les gens nous disent des paroles agréables et ça fait plaisir. Et c'est ça qu'on a besoin aussi parce que c'est cela qui nous pousse à rester toujours constant, à vouloir être bon, à se maintenir ou au moins à s'améliorer. Donc, merci de cela. Et, je ne sais pas si je peux faire un peu de promo quand même, parce que la question qu'il a posée, il faut que je parle des services. Après, je ne sais pas si en plein mois me permet de faire ça. Et mais Makalo me fait signe que je peux, donc c'est lui le patron ce matin, donc je vais lui dire évidemment qu'on a des solutions. Et je pense que déjà, tu te souviens, quand on était à Ducoroni, on avait des très beaux tableaux partout. Voilà. Et lorsqu'on a voulu déménager à Sotiba ACI, la plupart de ces tableaux sont cassés. Oh. Donc, c'est des tableaux très vitrés que j'avais acheté cher, j'avais ramené après pour déménager des Ducoroni Para à Sotiba ACI dans nos nouveaux locaux. Des œuvres d'art du Mali. Après, on a racheté encore. C'est pourquoi on a racheté ceux qui ne sont pas cassables aujourd'hui pour les utiliser parce que, voilà, ça ramène pour dire que ton secteur est un boulevard. Un boulevard qui est là. En fait, la question, elle est tous les secteurs au Mali, il y a un boulevard. En fait, tout est à faire au Mali. Toutes les opportunités sont là. À la fois très difficile, donc ça va chevaucher sur la question de ma sœur que je remercie et je salue de ce qu'elle a dit également. Ça me fait plaisir que vous suivez. J'espère que mes bêtises ne vous fatiguent pas trop. Mais en fait, qu'on soit une entreprise de nettoyage, qu'on soit une entreprise d'ingénierie, d'architecture, tout ce qu'on veut aujourd'hui,
il y a l'espace au Mali, il y a la place. Mais la question, c'est quoi? Est-ce que notre société est prête à consommer? C'est ça la question. Est-ce que nous allons apporter le sérieux nécessaire? C'est ça la question. Est-ce que nous allons être le plus honnête possible? C'est ça la question. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a une partie qui vont t'apprécier, il y a une partie qui vont te détester. Parce qu'il y en a que tu vas satisfaire, il y en a que tu ne vas pas satisfaire. Mais le plus important reste la majorité dans toutes choses. Vous avez vu, on aime tous la musique ici. Que ce soit une musique religieuse, que ce soit traditionnelle, occidentale, tout ce qu'on veut, on aime tous la musique. Mais on n'est pas tous chanteurs. Donc, c'est la majorité silencieuse qui est nombreuse. C'est qu'ils aiment, mais qui ne savent pas chanter. Donc c'est comme l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, quel qu'en soit le métier que tu veux faire, il y a un boulevard. Mais dans ton métier, c'est la première fois que j'entends un jeune Malien dire qu'il veut faire ça. On veut tous faire ce que les autres font. C'est ça souvent le problème aussi. Dès que quelqu'un réussit dans ça, le lendemain, tout le monde veut faire la même chose. C'est ça aussi qui amène beaucoup d'échecs, en fait. Parce que ce n'est pas son projet à la base, c'est pas l'idée, tu n'as pas regardé tous les contours, tous les tenants, les aboutissants, parce que Y, ça fonctionne, X veut faire la même chose le lendemain. Tu vas lui faire perdre de la clientèle parce qu'il y a une condition qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas nécessaire. Au lieu de venir t'ajouter à lui, l'agrandir lui pour que vous en preniez plus, tu vas jouer sur son marché et tu vas travailler sur un marché marginalisé qui n'est pas structuré. Mais la question aujourd'hui, c'est comment on peut t'aider. On a des outils pour ça. Aujourd'hui, comme on l'a dit, pour financer ton projet, on a mis une plateforme de financement participatif. Ça s'appelle CEDID Demain, aider. Tu publies sur ton projet, comme tu viens de le dire, tu les documentes. Une fois que ton projet il est bien écrit, bien documenté, tu mets tout ce qui est support de communication, etc., tu le mets sur notre plateforme et tu le publies avec les réseaux. Tu le republies dans cette salle. OK, supposons qu'on est 100 personnes ici, que 100 personnes, chacun dit que, bon, moi, je dis que comme c'est le patron, il va donner 10 000, je sais que c'est l'autre patron, il va donner 10 000, nous autres, on va donner 5 000, 5 000. Du love money. On trouve que ton projet est pertinent, on trouve que c'est intéressant, on peut t'accompagner dans ce projet. Soit sous forme de dons, soit sous forme de prise de part. Mais dans ton cas, peut-être tu peux le faire sous forme de dons. Pour que derrière, juridiquement, tu sois fatigué avec des actionnaires à 100, 200 associés. Donc, les gens peuvent t'accompagner. Tu publies ça sur les réseaux sociaux toute la journée. Tu vas publier sur les réseaux sociaux. Tu vas publier avec ton entourage. Tu vas envoyer à tes copains qui se disent que c'est difficile. Ça, c'est le vieux. Lui, il est là-haut, il s'occupe de ça. Mais donne quelque chose. Donc, ton copain, etc. Donc, ça, c'est un outil qui est là pour tout le monde ici. C'est ouvert. Et vous pouvez utiliser cette forme aujourd'hui pour lever des fonds pour vos projets. Mais les Maliens n'utilisent pas. Hier, je voyais des Togolais qui nous ont contactés, qui sont en train de l'utiliser. Donc, ça, c'est important. On a aussi pas mal d'outils, comme on a dit, pour la promotion de votre entreprise. On a parlé de ce fameux réseau social. Vous ne pouvez l'utiliser aujourd'hui. Il est là, il est gratuit. Vous n'avez pas besoin de sponsoriser. C'est gratuit. Vous publiez votre truc dessus et puis les gens vont voir. Et on a cette plateforme de visioconférence. Vous pouvez chercher des partenaires pour les camions de logistique, les grilles, tout ça. Vous discutez. Vous n'avez pas besoin de prendre un billet d'avion, aller à Dubaï. Vous avez 10 millions de capital. Vous mettez 2 millions pour aller à Dubaï. Il vous restera que 8 millions. Ouais, donc, vous pouvez faire une visioconférence avec un partenaire et échanger. Donc, on a beaucoup d'outils. Je ne vais pas faire la promo de ces outils-là parce que ce ne serait pas juste de venir vendre mon produit ici. On a parlé de mon expérience. Mais on a beaucoup de solutions aujourd'hui qui permettent. Mais ce que je peux te faire pour que tu aies de la visibilité, comme tu l'as dit, pour que tu puisses avoir à rencontre du monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être le président du cluster Digital Africa. Lorsque j'ai lancé l'initiative, c'était les gens que je connaissais. On est parti. Il a été un vecteur pour le réseau. Parce que pendant le Covid, quand on a créé cette histoire-là, je parlais de l'histoire du réseau, on était sur WhatsApp, de WhatsApp, on est à la Telegram, de Telegram, on s'est dit, on va mettre une communauté où tout le monde peut venir voir le milliardaire peut-être là, l'ambassadeur peut-être là, le ministre est là, le petit mécanicien est là, et le petit informaticien il est là, que je suis, et tout le monde va être là. Et on va échanger entre nous sans qu'on ait nos données, numéro de téléphone, mail. Donc, le cluster Digital Africa est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction. Il faut que tu adhères. Je vois que quelques membres, je viens de voir Togora qui était dans la salle, Diasako est là, Employé et moi, ils sont ambassadeurs depuis le début. Il y a beaucoup de personnes dans cette salle et peut-être en ligne. Et on travaille pour ça. On a des outils, on a une communauté.
aujourd'hui, on n'est plus de presque, on parle même de 50 000 personnes de ça. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est le président d'honneur Kassim Aïtiala qui en parlait. Sako, tu l'as vu avec moi à Bercy il y a 2 ans, qui est l'inventaire de l'écran placement. Il est président d'honneur du cluster du Sud-Afrique. J'ai parlé de Mossadegh Bali, il est président d'honneur du cluster du Sud-Afrique. Façon d'être le président. Mais la gouvernance, c'est Mamadou Touré, c'est Mme Baranga, c'est qui d'autre? C'est le professeur Amouyal qui fait partie des 5 fortunés. Ils sont là. C'est du beau monde qui sont dans la gouvernance avec nous. On a un conseil scientifique, on a des ambassadeurs, on a 9 commissions du groupe de réflexion. Toutes ces personnalités africaines et amis de l'Afrique sont avec nous. On a les GAFAM, on a Facebook, on a Balkis Saïdo qui est la patronne de Facebook Afrique Moyen-Orient, la première femme africaine même à utiliser ce poste, et même la première personne africaine à utiliser ce poste. Au niveau de ce poste, c'est Facebook, c'est une amie, elle est avec nous. On a Eric Balandé qui est le vice-président de HP. On a les GAFAM avec le cluster avec nous. C'est une association de co-constructeurs d'intelligence collective, d'intelligence traditionnelle, évidemment également, parce qu'on veut que nos bases, nos réalités traditionnelles africaines restent au centre de ça. Donc, il faut intégrer le cluster. On ne paye pas, il n'y a pas de cotisation. Le cluster, c'est une façon pour moi de financer des activités à travers l'argent que je gagne. À un moment donné, je me permets juste de faire ces passages. Tu as parlé de la religion. Chaque année, il faut faire le Jakat. Et il fallait envoyer ça. Et je décidais que, d'après ce que ma mère me dit, donne d'abord à ta famille, à tes proches, et après tu vas plus loin. Donc, comme on dit, il ne faut pas être là. Il ne faut pas remarquer c'est Béka Biologien. Donc, si je dois donner, moi, j'envoie à mon village. Et c'est là où ils ont peut-être plus besoin. Ils peuvent avoir plus besoin. Et après ça, je dis, pourquoi se montrer, donner l'argent aux griots, à des gens qui vont parler de moi ou qui vont... Pour moi, ces cas-là avec que nous-mêmes. Ils ont plus de belles voitures, plus de beaux vêtements. Je dis, je vais donner à une communauté qui va être là pour qu'ensemble, on puisse utiliser du digital comme levier de développement et de croissance pour le continent africain. Donc aujourd'hui, le cluster est financé que par les activités du groupe famille. Tous ces milliardaires que j'ai cités, tous ces milliardaires, ils sont dedans, mais c'est parce qu'on veut leur partage d'expérience, mais pas leur argent. Il n'y en a pas un qui a donné 1 franc et qui donnera 1 franc. Même si on fait des activités de ce jeu, dans leurs environnements, on leur paye. Parce qu'on veut qu'on soit indépendant, qu'on ne nous dirige pas. Le cluster est apolitique. C'est une plateforme d'intelligence collective aujourd'hui qui œuvre pour divulguer, parler de digital, de l'écosystème. Et derrière, on développe pas mal d'outils. Donc, il faut que tu intègres le cluster. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez tous intégrer. Et il y a beaucoup de formations qu'on fait, beaucoup de conférences, beaucoup d'activités. On fait beaucoup de choses. Et c'est là où tu peux rencontrer les personnes idéales. Aujourd'hui, les gens du cluster font beaucoup de connexions. Ils font beaucoup d'affaires entre eux grâce à ce que nous, on a pu les connecter dans ce réseau-là. Donc, c'est un avantage un peu, Makalou. Pour répondre à ma sœur, je crois que le grand frère a dit aussi, son parent l'a dit, tout le monde n'est pas né pour être un entrepreneur. Il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, si on est tous entrepreneurs, qui va travailler pour qui? C'est ça la question. Ça, c'est important. Certaines personnes ont été créées parce qu'ils sont très bons pour travailler pour des gens, pour travailler pour les autres. Mais lorsqu'on leur dit de diriger, ils n'aiment pas. C'est comme quand on va à la mosquée. Vous avez l'imam qui est là, mais souvent, ce n'est pas le plus instruit de la mosquée. Beaucoup de gens viennent prier dans la mosquée, mais peut-être on va dire que c'est l'imam, il va prier, il va prêcher, il va dire les bonnes paroles, mais ce n'est pas le plus pieux et ce n'est pas lui qui va aller au paradis, certainement, peut-être pas. Mais ce n'est pas le plus instruit. Vous allez à l'église, vous allez avoir le pasteur qui va être là, il va vous dire tout ce qu'il veut, tout le monde va l'écouter. Mais sans doute, ce n'est pas lui qui est le plus saint, le plus propre, qui va être le plus proche de son Dieu. Donc, pour dire que l'entrepreneuriat, moi, je suis là aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis le plus riche des entrepreneurs maliens. Non, très loin de là. J'aimerais bien l'être. Ou je suis le plus intelligent. Non, tout ça, j'aimerais bien l'être. Aujourd'hui, d'être devant vous. Et ça, il faut remercier le bon Dieu pour cela. Mais pour entreprendre, c'est très difficile, ma soeur. C'est très, très difficile. Et l'entrepreneuriat, c'est difficile. Je parlais au début de la nuit et de la souffrance. Lorsqu'on décide d'entreprendre, on ne s'ennuie jamais. En réalité, on ne s'ennuie jamais. On a toujours quelque chose à faire.
Parce que si on ne le fait pas, on ne fait rien. Chaque fois que je discute avec mon équipe, c'est juste un partage d'expérience que je fais parce que je ne veux pas faire la leçon d'entrepreneuriat ici. Tout le monde le sait. C'est ce qui est à la mode d'ailleurs. Aujourd'hui, même jusqu'à ce qu'on parle d'entrepreneuriat verte, sachant que nous, il y a le soleil qui nous fatigue, plutôt de l'entrepreneuriat solaire, j'aurais voulu moi. Mais c'est des jours que, aujourd'hui, ce qui est intéressant, quand je discute avec mon équipe, je leur ai dit, eux, quand ils rentrent chez eux, ils pensent à autre chose. Ils vont dormir, ils vont aller au grain, ils vont aller à des cérémonies. Mais moi, si je rentre chez moi, partout où je suis, que même quand je me lave, je pense toujours à ma société. Je pense toujours aux difficultés. Dans des entreprises ici, ils le savent, ils ont vécu ça. Mais lorsqu'on est salarié, c'est une tranquillité qu'on a voulu. C'est un choix de vie. En fait, lorsqu'on décide de travailler pour quelqu'un, c'est un qui est respectable. Et ce choix-là, c'est la tranquillité. Mais lorsqu'on décide d'entreprendre, c'est autre chose. En fait, c'est le don de soi. C'est toute sa vie que tu as décidé de dédier à cette entreprise-là. Parce que si ça a reçu, c'est toi qui vas avoir le succès. Bien sûr, mais beaucoup de gens vont bénéficier. Mais si ça échoue, aujourd'hui, moi personnellement, si mon entreprise venait à couler, et c'est ce que je demande vraiment le bon Dieu de me l'épargner, mais je ne pourrais travailler pour personne au Mali. Ça, c'est pas possible. Je ne pourrais travailler pour personne au Mali. Pas seulement pour le salaire. C'est parce que c'est ma liberté que j'avais pris. C'est la façon de vivre que j'ai. C'est la façon de me comporter que j'avais pris. Les habitudes que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à aller travailler pour quelqu'un qui va dire, bon, tu viens à 8 heures, sinon tu es viré. Bon, va là-bas, on va faire ça. Même si je ne suis pas d'accord, je vais le faire. Même si je ne veux pas, je vais le faire. Non, je suis plus prêt à faire ça, moi. Je ne peux pas. En 13 ans d'entrepreneuriat, j'ai aussi le bon côté, c'est la liberté de mes choix, de mes mouvements, de tout ce que je fais. Donc, c'est pourquoi l'entrepreneuriat, ce n'est pas lié seulement à l'argent. Parce que c'est ça qui fait que le grand frère a parlé. Je pense que tu en as parlé. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups, surtout les startups aujourd'hui, ils naissent et ils meurent. Voilà, et ça disparaît tous les jours. Parce que tout simplement, on est là, on veut réussir tout de suite. Mais il y a un travail de fait, il faut souffrir. C'est-à-dire que tant qu'on ne souffre pas, on ne peut pas réussir. Il faut accepter. Mais pour le réussir aujourd'hui, pour moi, c'est le sérieux, c'est de l'abnégation. Après, c'est tant qu'on croit à des choses, il faut chercher la bénédiction de ses parents, de tout ça, il faut faire du bien. Mais le plus important va être quoi? C'est qu'il faut apporter quelque chose qui a un impact sur la société. Aujourd'hui, nous voulons tous entreprendre, faire des projets, mais il faut que les projets aient un impact sur la société. Parce que c'est la société qui va consommer et c'est là où on parle d'innovation. C'est pourquoi il faut qu'on évite de faire de l'amalgame entre l'invention et l'innovation. C'est-à-dire, pour moi, il faut qu'on innove en apportant des solutions. Le déménagement que tu as dit, il y a des entreprises de déménagement au Mali. Hein. Ça, il y en a, Bakalou. Mais toi, quand tu vas le faire, qu'est-ce que tu vas amener qu'eux, ils n'avaient pas de plus? Vous savez, dans toute activité que tu fais, il faut regarder à la base, c'est du commerce. Que tu le veuilles ou pas, tu vends quelque chose. Tu vends de l'intellectuel ou tu vends un produit. Mais dans ça, les gens qui t'ont venu trouver, ils ne sont pas bêtes. Hein. Moi, je conclue la partie en disant que ma maman a souhaité que j'aille ouvrir une boutique au grand marché et je vende. C'est ce que ma mère elle voulait pour moi. Et c'est ce qu'elle me l'a dit et c'est ce qu'elle voulait. Et c'est ça qu'elle m'a inculqué depuis quand j'étais petit, à vendre. Mais seulement, je l'avais fait comprendre à ma mère qu'elle avait fait une erreur, c'était de me laisser aller à l'école. Parce que pour moi, l'école, ce n'est pas d'avoir bac plus 20. C'est-à-dire que ce que l'autre va faire 20 ans pour apprendre, en une journée, toi, quelqu'un peut apprendre. Après, qu'est-ce qu'il en fait de ça? C'est ça qui change la donne. Moi, le peu de temps que je fais à l'école, le peu de savoir que j'ai eu, j'ai compris que si je devais aller au marché faire comme mes cousins soniqués, ils vont me battre. Pourquoi? Parce que eux, depuis qu'ils sont plus jeunes, ils sont au marché. Ils vendent déjà. Ils maîtrisent le marché. Ils connaissent tous les rouages du marché. Quand je suis venu, j'ai un ami, Karim Fofana. Je l'appelais, je venais m'asseoir devant sa boutique au grand marché. Et je comprenais le marché. Le soir, on rentre. Après, j'ai dit, ouais, j'ai ouvert un bureau à la CI. Il me dit, tiens, tel que tiens, la boutique d'Oda, elle est à nous. J'avais un fonds de consommer de l'argent. J'ai dit, non, j'observe. Ils viennent, tac, 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 ils viennent, ils partent, ils reviennent. J'ai dit, oh non, moi, je ne peux pas faire ça. Je viens ici, ils vont me mettre à l'amende. C'est fini pour moi. C'est dead, c'est mort. Fin de l'histoire, Amadou. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'aille faire le commerce, mais sous forme de bureau, sous forme de service, mais sous forme. Après, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est que j'avais appris en France
et il faut que je travaille comme ça. Mais si je vais aller sur leur terrain, ils vont me battre parce qu'ils ont commencé ça depuis qu'ils sont plus jeunes que moi. Et on est tous d'accord aujourd'hui, nous, on est en costume cravate, on est bien habillés devant des beaux bureaux, déjà elle l'a dit, mais on n'est pas liquide. Le gars, il est au marché, il est assis dans un kiosque, mais il va sortir là-bas, de fin d'autre jour, il peut te sortir dans 100 millions, 200 millions. C'est eux qui sont ces gars-là. C'est eux qui ont l'argent. Mais ça ramène encore à la question du grand frère. C'est-à-dire que si le gars meurt, peut-être que son premier fils, c'est même pas que l'argent est cassé sous le fauteuil, il ne pourra pas le travailler, cet argent-là. Donc, c'est ça aussi, c'est cet informel que Emploi et moi, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler avec tout ce que vous êtes en train d'apporter comme innovation, la transformation de la jeunesse malienne, à les pousser, à aller vers se structurer, les entreprises à se structurer. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut que nos entreprises puissent se formaliser aujourd'hui. Quand je vois les mamans, avant, je donnais de l'argent. Juste, je termine la parenthèse à ma soeur. Il y a une vieille dame devant le grand hôtel. Une fois, j'étais en voiture, elle m'a dit concours. Après, je n'ai pas donné l'argent, elle m'a insulté. Je dis, ma mère ne demande pas, ma mère ne demande pas. Donc, si tu m'insultes, c'est que quelque part, tu n'as pas eu d'enfant ou tu n'as pas travaillé. J'étais avec quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui, il a écrit le non, non, c'est pas que je suis écrit. Mais je dis, avant, je donnais. Mais maintenant, quand je vois les moments comme ça, je dis, la vie ne sourit pas à tout le monde. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on soit trop émotif. Nous, les Africains, les Noirs, on est très émotifs, trop dans les sentiments, en fait. Mais je dis, la vie ne nous sourit pas tous. On n'a pas le rêve et il y a des difficultés. Ça arrive. Il y a des exceptions. Mais aujourd'hui, il faut qu'on combatte ça. Comment? Pousser nos mamans, les gens les plus jeunes aujourd'hui à ne pas faire comme eux. Parce que personne ne les a accompagnés, on ne les a pas expliqués. Mais aujourd'hui, ces personnes-là qui vendent les fruits dans 20 ans, si Dieu ne les a pas donnés d'enfants, s'ils n'ont pas... À 80 ans, elle ne va pas venir vendre les fruits, les bananes, les mangues, mais il faut qu'elle mange. À un moment donné, elle va commander. Mais si on l'aide à se formaliser, elle va payer son INPS et elle va avoir sa retraite. Aujourd'hui, on peut faire l'auto-entrepreneuriat, cotiser, et quand elle va payer l'INPS, une fois qu'elle a la retraite, elle peut avoir de l'argent, elle peut vivre dignement, elle ne va pas commander. En fait, c'est ça la question. Mais quand tu le dis, il a dit le grand frère, Dieu facilite, mais il faut aller chercher. Maintenant, notre rôle à nous jeunes connectés, à nous jeunes instruits, parce que chaque année que Dieu fait, même si on a tous critiqué le système éducatif malien qui n'est pas bon, qu'il faut reformer, tout ça, on a la chance d'être éduqués quand même. On a la chance d'aller à l'école. Et nos parents n'ont pas eu ça. Aujourd'hui, nous devons être cet ambassadeur-là, pousser nos parents, nos voisins, nos amis à leur dire attention, n'est pas donc, il faut les pousser vers ça. Donc, je conclue en disant que l'entrepreneuriat, c'est le boulot le plus facile au monde, mais c'est le boulot le plus difficile au monde, tout simplement. Le boulot le plus facile, le boulot le plus difficile, tout le monde ne peut entreprendre. Certains d'entre nous devraient comprendre qu'on peut faire autre choix. C'est le choix de l'emploi, avoir un emploi au calme, sans forcer, et avoir son salaire à la fin du mois. Et en laissant Amadou Diawara et les autres qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat réfléchir jusqu'à 2 heures du matin parfois, et même dans son lit. C'est la voie de l'entrepreneuriat. Vous l'aurez compris dans ces propos inspirants qu'il faut charbonner, continuer à travailler sans relâche, ne jamais se fatiguer. Et vous avez aujourd'hui la chance d'avoir des grands frères et des grandes sœurs qui peuvent vous aider à cheminer. Et il n'y a que des parcours de transformation dans cette salle. Ça commence par Cheikh et Mahamadou et toute l'équipe d'Emploi et moi. Et il s'agit de cette transformation de la jeunesse malienne qui est en cours et qu'il faut galvaniser. Je salue la présence de ma grande sœur, je ne sais pas si elle est encore là parmi nous, Koumba Traoré, qui nous rend visite. Merci d'avoir fait le déplacement. Et je salue votre présence également, et en espérant que vous avez eu des propos qui vous inspirent. Et ces propos vont continuer un petit peu sur le pas de la porte en sortant de cette salle. Accaparez-vous d'Amadou Diawara et prenez-lui du temps. Il en donne. Il est assez généreux et très vivace aussi. Et on te souhaite une très longue vie. Il faut prendre des coups. Il en a pris.
Même notre maman a prié pour nous, mais tout ça fait partie de la baraka. Et comme dit une de mes grand-mères, j'espère que Akuna fait, et je pense qu'en digne femme, Akuna fait, et que Dieu nous aide dans notre parcours. Je nous ai découvert plein de communs, et Amadou, merci pour ton parcours, et longue vie à toi. Merci à vous. Dia, je voudrais aussi, si tu le permets, dire que c'est bien de me donner la parole, mais c'est bien que tu aies dirigé aussi cette discussion parce que tu es quelqu'un avec qui on a toujours une discussion très franche. On s'insulte tous les jours, toi et moi, de façon intellectuelle. Pas, parce qu'il est mais, Jawara, je suis Sako et ça, voilà, c'est depuis Ouagadougou. Hein. Voilà. Mais, on peut. et ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est que tu es cette jeune dame dynamique, intelligente, et intellectuelle. Et le pari il y a quelque chose qui m'a marqué. Et je pense que je vais faire plus que ton père. Ça, c'est fort. Et aujourd'hui, faisons en sorte qu'on soit plus fort que nos papas. Hier, je le disais à Sissoko que quand j'étais petit, son père nous faisait asseoir au bois, en Soniké, on appelle Koura. C'est un truc qu'on met 3-4 bois dans les villages Soniké, on s'assoit dessus. Et les tatas, Mamana, je ne suis pas là, je suis désolé pour mon Mamana. Et il nous faisait asseoir sur ça avec des oncles à lui et il nous dessinait. Son père était un très, très bon dessinateur. Il nous dessinait et il nous disait, on enlevait tout, on avait peut-être nos petits shorts, on n'avait même pas de chaussures. Et si tu bouges ta tête, il te met une claque. Parce que lui, il était concentré, il voulait dessiner. Et à la fin, quand il nous donnait le dessin, nous, on était contents, on se promenait partout dans le village avec. Mais lui, pour nous faire ça, on était sûr que chacun prenait une claque. Parce qu'on était enfants, donc dès qu'il y a un bruit qui passe, on regardait de côté, il nous mettait une claque. Et lui, son plaisir, c'était de nous mettre des claques et nous dessiner. Mais quand je vois son fils aujourd'hui, qui fait partie des meilleurs designers de ce pays, et la dernière fois, quelqu'un m'appelle et me dit, tiens, il y a un petit là, il faut que tu le contactes, il est très bien et tout, il est démissé là, tout ça. Je dis, ouais, j'ai dit, c'est mon fils. Il me dit, toi là, voilà, tu dis que c'est ton fils. Je dis, je te jure que c'est mon fils. Je dis, comment? J'ai dit, nos maisons sont collées au village et son père nous a beaucoup giflé. Et je lui ai dit, mais tout ce qu'il sait faire, c'est logique. C'est logique. Il veut juste être plus fort que son père. Son père n'avait rien. Il était dans un village, il avait crayon et feuille. Même pas feuille, il avait des lignes. Il avait ça. Et lui, aujourd'hui, il a les MacBook, il a tout ce qu'il faut, il a les Avid Pro, il a tout ce qu'il faut, il a les Final Cut, il a tout ce qu'il faut pour faire du miracle. Donc, il ne peut être que plus fort. Déjà, je pense que c'est ça que tu es en train de faire aujourd'hui avec l'IA, avec tout ce qui se passe. Tu pourras nous sortir encore d'autres livres. Et j'espère que peut-être que je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit ici qui est en train de travailler sur ma biographie. Ben, je profite pour dire que j'aimerais bien peut-être. Et pourquoi pas? Voilà, c'est ça aujourd'hui. Pourquoi pas? J'en serais ravi. On me dit que je suis fou. Je pense qu'Orange a fait un article en disant l'entrepreneur le plus fou du Mali. Les grandes innovations. Qui n'est pas fou? On est tous fous. Il n'y a pas plus fou que Cheikh. Il n'y a pas plus fou que Sanogo. Mais c'est des fous de leur travail. Ils aiment ce qu'ils font. On est tous fous ici, donc on a tous une folie à nous. Donc vraiment que Dieu vous préserve, que Dieu protège notre pays, que Dieu nous garde ensemble. Et si jamais je dis RT quelqu'un, je dis quelque chose, parce que quand on parle, on dit ce qu'on veut, mais est-ce que ça plaît à tout le monde? On ne le sait pas. Je voudrais demander des excuses à cela. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que bravo à Emploi et moi de m'avoir donné cette opportunité de venir m'asseoir ici, de me donner cette lumière. Et je découvre des personnes que je ne connaissais pas, ou peut-être sur les réseaux sociaux, mais j'en apprends beaucoup. Et ça me réconforte, grand frère. On ne se connaît pas, mais vous avez vu, j'ai même eu limite, je suis un peu sensible. Bon, quand vous avez parlé de cette partie-là, parce que j'ai perdu des bons éléments, parce que tout simplement, je voulais que mon entreprise continue après mes petits-enfants, puisse continuer à dire que leur grand-père a fait quelque chose. Moi, je viens d'Amangile Jawara et j'aimerais être aussi un roi des temps modernes. Et il a été le roi des Jawara et moi, je veux être le roi du digital, en tout cas en Afrique. Et c'est une prétention, mais c'est valable, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. C'est ce que je souhaite et j'aimerais que vous m'aidiez dans ce sens. C'est une ambition et prétention très légitime. Merci encore Amadou Jawara qu'on va applaudir et vous applaudir en même temps. À tout à l'heure pour le prochain panel qui sera sur les objectifs du développement durable avec des excellentes dames entourées d'un excellent monsieur que je ne connais pas encore mais que j'ai le plaisir de découvrir.